This phone is dead. What? They like the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Bonjour à tous et bienvenue. Ah là ça c'est bon. Bonjour à tous chers auditeurs, là ça passe, c'est génial. Non, je vous explique ça parce qu'en fait il y a ma waveform qui fait que d'éclater depuis tout à l'heure alors que le gain est bien réglé. Du coup je me dis waouh, on va éviter que ça soit de mauvaise qualité dès le premier épisode. Donc normalement la directivité est bonne. Ce bon vieux micro Blue Yeti Tar YouTube 2014 devrait faire le taf. En vrai ça me fait plaisir. Mais en tout cas, bienvenue à tous sur ce podcast qui est Carnivoras. Alors si vous écoutez ce podcast, ça se trouve ça va faire 0 vue parce que je vais vraiment balancer ça comme ça sans faire de pub ni à personne. Mais voilà, c'est un petit kiff que je me fais, j'ai le temps et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais quand même faire une petite présentation du podcast avant de commencer parce que c'est vraiment important. C'est pas un truc où je recherche des auditeurs, donc vraiment ça va être le pilote. Ça se trouve, il y aura pas d'épisode 2, il y aura pas d'épisode 3, il y aura... s'il n'y a pas d'épisode 2, il y a pas Ah, quoique Brice nous a prouvé le contraire. Mais voilà, il y aura peut-être pas d'épisode 2, c'est un pilote. Donc c'est pas un truc où je vais venir rechercher forcément les auditeurs, tryhard le truc pour amener un maximum de monde. Non, moi c'est plutôt un podcast qui est vachement personnel parce que j'ai toujours été fan d'horreur et j'ai toujours voulu faire un podcast aussi. Donc faut savoir que moi je suis un grand fan de YouTube depuis de longues années, enfin du format YouTube en tout cas. Et j'avais une chaîne YouTube et tout à l'époque, mais faire une vidéo en fait ça prend énormément de temps. Et si je voulais faire une vidéo qui parlait d'une saga entière, fallait que j'écrive tout, forcément que j'écrive tout, mais que je fasse des images, que je montre que... Enfin, le bordel, j'aurais pas le temps de me lancer dans une vidéo aussi complexe en fait finalement. Donc le podcast, je trouve que c'est vraiment le juste milieu entre le rien du tout, genre faire 2 phrases, un TikTok, et une vidéo YouTube. C'est travailler parce que forcément là j'ai plein de notes, et, mais en même temps il n'y a pas cet aspect vraiment robot de YouTube qui est faire un truc carré, avec des images propres, écrites et tout. Là je pars de mes notes, je parle, c'est assez authentique, donc forcément il y aura des cuts parce que je me lance un défi, je suis tout seul dans un premier temps, et je serai peut-être tout seul tout le temps, il y aura peut-être des gens avec moi, je sais pas, mais en tout cas ce premier épisode je suis tout seul. Yo, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, ou alors vous l'avez peut-être déjà quitté et là je suis tout seul en train de parler dans ce micro, ce qui est pas forcément très triste parce que c'est ce que je fais à peu près tout le temps, c'est super triste dit comme ça. Mais voilà, ma voix a l'air mielleuse, c'est fou. Mais en tout cas, bienvenue dans ce premier podcast de Carnivoras. On dirait que je vous insulte, on dirait clairement que je vous insulte, mais c'est pas vrai. Carnivoras, ça vient d'où ? Ça vient de, encore une fois, YouTube. Quand j'étais petit, j'avais une série qui s'appelait justement Carnivoras. Normalement la miniature de Carnivoras, c'est une référence aussi à cette série que j'avais sur YouTube qui était juste, je prends mon Lumix 10 mégapixels, je le pose sur une pile de livres, je filme mon écran et je me fais taper dessus en UHC sur Epicube. Alors c'était vraiment juste ça, j'étais trop nul, je le suis toujours d'ailleurs, je suis pas bon aux jeux vidéo, mais voilà, j'avais une série sur Minecraft sur UHC, je ne passais pas le faire, hein, vraiment. Mais du coup voilà, j'ai quand même voulu garder Carnivoras pour cet aspect youtubesque, et qui plus est, ça collait vraiment trop bien avec l'esprit de ce podcast qui va être de parler justement de saga de films d'horreur carnivore, vorace, un peu gore, un peu what the fuckesque, et c'est trop bien, du coup voilà pourquoi j'ai choisi ce nom Carnivoras pour ce podcast. Et la main série ça va être saga de cons parce que ça va être des grosses sagas de gros débiles. Va vraiment falloir débrancher son cerveau parce que ça va tellement pas voler haut, mais c'est pas grave, nous c'est ce qu'on aime, hein. Nous on est des abrutis finis de toute façon, et si vous êtes là pour la complexité de la chose, bah forcément il y aura un travail d'analyse, mais si vous êtes là pour la complexité de la chose, alors désolé, nous on va juste s'amuser et voir que le monde est complètement taré, mais vraiment complètement. Et Violent Shit, vous allez voir, c'est une folie, mais on va y revenir à Violent Shit. Mais du coup le but de ce podcast ça va être vraiment de découvrir ou redécouvrir une saga. Donc dans un premier temps ça sera plus découvrir j'ai compris en écrivant ce podcast que, en écrivant ce podcast on peut dire qu'il est un tant soit peu écrit parce que j'ai quand même une bonne dizaine de pages de notes, mais ça va être plus de découvrir une saga. Je mets l'accent sur découvrir parce que redécouvrir une saga, c'était le but de base pour moi. Alors
je dis pas que ça va pas arriver si ce podcast continue, mais je voulais redécouvrir une saga et la traiter de A à Z, donc c'est-à-dire du premier film, de la genèse du premier film au dernier film, au remake, ou même s'il y a des séries ou des spin-offs ou je ne sais quoi. Et je voulais le faire avec des sagas hyper connues comme les Vendredi 13, les Halloween, les, je sais pas, les Hellraiser, tout ce que vous voulez. Sauf qu'en fait ça a déjà été fait en long, en large, en podcast, en YouTube, en film, en tout ce que vous voulez. Et c'est pas intéressant, surtout un mec qui parle tout seul dans sa chambre, il y a tellement plus intéressant à écouter, comme par exemple moi je voulais faire mon premier podcast sur Maniac Cop, en fait il y a Culture Mag que vous connaissez sûrement qui ont fait une rétrospective de toute la carrière de William Lustig, et du coup forcément il passe sur tous les Maniac Cop, et je me suis dit bah ça sert à rien, ça a déjà été fait en long et en large, des mecs qui s'y connaissent 100 fois plus que moi, pourquoi faire finalement? Donc moi le but c'est que je la découvre en même temps que vous, enfin en même temps que vous je la découvre en amont, ou alors peut-être que vous l'avez déjà découverte, mais c'est que j'ai fait zéro, enfin je préciserai si je l'ai déjà vu ou pas, mais là dans ce cas-là et dans les prochaines sagas, parce que j'ai prévu d'autres podcasts, je sais de quel film parler, je ne les ai pas encore découverts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi la saga Violent Shit, qui est vraiment très niche. Mais avant je voulais quand même faire un petit trigger warning, un gros trigger warning quand même. Les films sont dégueux, ils ont beau être amateurs plus, genre c'est mal fait. C'est dégueu, enfin c'est mal fait, et encore, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est dégueu. Mais le trigger warning, c'est que moi, je vais bien, vous inquiétez pas, on va déconstruire ça, on va parler de ça avec légèreté. En aucun cas, moi je prône la violence, ni quoi que ce soit. Moi je suis une petite nature, je suis pour la paix dans le monde, comme à peu près tout le monde, je l'espère. Et on est juste pour le simple divertissement. En aucun cas, on va rechercher des trucs comme ça, et on sait que ça reste du cinéma, et ça je pense que vous êtes pareil, mais je préfère quand même faire ce trigger warning. Et je vais rajouter un petit disclaimer aussi, bien évidemment. Tous les films dans lesquels on va parler, enfin la plupart en tout cas, non il y en a qui sont interdits au moins de 16, mais la plupart sont interdits au moins de 18 ans en France, parce qu'il y a de la violence à caractère sexuel, il y a de la nudité, il y a de la violence graphique, il y a tout le tintouin. En vrai, je vous incite pas à voir ces films si vous êtes mineur, enfin si vous n'êtes pas adepte de films d'horreur, parce que c'est des films à sensation. En vrai, si vous êtes super jeune et que vous tombez sur ce podcast, même si on sait jamais, ça peut arriver, je préfère, voilà, je dédouane toute responsabilité, je n'incite pas à voir ces films, parce qu'il y a de l'ultra violence et de l'ultra gore et tout ce qui va avec, et ça peut vous détruire, ça peut vous faire mal tourner, voilà. Mais de toute façon, en vrai, j'ai une petite idée, c'est que quand il y aura des scènes, bon, il y aura pas tout le temps, mais quand il y aura des scènes que je trouve vraiment what the fuck, des scènes vraiment dérangeantes, hardcore, tout ce que vous voulez, je mettrai la petite musique du Téléthon, qu'est-ce que je raconte, du multiplex de Canal, qui est celle-là. Donc en vrai, ça sera un running gag marrant, et à chaque fois que vous entendrez la petite sonnerie, ça veut dire qu'il y a une scène vraiment bizarre et choquante qui arrive, et on va pas en manquer. Je pense qu'il va y avoir des buts, on va se diriger, but pour Angers, on va se diriger un peu loin. Voilà, le disclaimer est fait, maintenant je roule dessus. Si vous êtes dans une démarche de découvrir des films ou à la recherche de sensations fortes, foncez voir cette saga. Écoutez peut-être pas forcément ce podcast, parce que je vais vraiment revenir sur chaque film en détail. Après il y aura une petite analyse de fait, enfin qu'est-ce que j'ai pensé du film, et on va revenir vraiment sur ce qui se passe autour du film aussi, parce que c'est Andreas Schneise qui est à l'origine de cette saga, et on va regarder de près un peu ce qui se déroule autour de ces films. Mais donc il y aura forcément du spoil, donc si vous voulez découvrir cette saga avant d'écouter ce podcast et revenir après, bah allez-y parce qu'il y a de quoi faire, vous allez être choqués. Ou alors si vous voulez découvrir cette saga dans ce podcast, c'est possible aussi de regarder les films après, c'est tout à fait plausible. Moi des fois je me hype en écoutant un podcast sur un film, j'évite les parties spoilers, ou même je les écoute, enfin je sais pas, ça dépend. Quand c'est des films d'horreur niche, je m'en branle un peu, ça me hype tellement, le podcast hype tellement le film que je le regarde et je suis encore plus hypé par le film. Donc voilà, c'est libre à chacun. Il y a beaucoup de dans ce que je fais, j'ai l'impression de parler vite aussi. Peut-être que je me calme, je vais écouter ce que je suis en train de faire. En tout cas, je pense qu'on peut déclarer l'ouverture de ce podcast avec le premier épisode qui parle de la saga Violent Shit. Alors le team Violent Shit, il représente aussi bien ce podcast
que cette saga, parce que en vrai, l'anecdote de ce titre, c'est un producteur, donc j'avais One Job, je l'ai même pas noté, mais en tout cas c'est le producteur des Abysses of Death, enfin en tout cas du premier, qui a dit à Andreas Schneise, du coup, avant de réaliser le premier Violent Shit, qu'il faisait de la merde violente, et du coup c'est parti de la Violent Shit. Je trouve l'anecdote assez marrante et assez significative de tout l'art de Andreas Schneise finalement. Du coup, comme j'expliquais avant, moi je l'ai découvert pour ce podcast, cette saga, mais en vrai, je la connaissais depuis un bail de temps, parce que je m'intéresse aux slashers depuis tout jeune, en fait, enfin tout jeune, j'abuse, depuis le collège, je m'intéresse aux slashers, c'est vraiment mon sous-genre horrifique préféré, et donc forcément à un moment je suis tombé sur les Violent Shit dans des listes et tout, je me suis un peu renseigné sur la saga, mais sans la regarder, parce qu'en fait les films sont vraiment introuvables, et quand t'es petit t'as pas accès à tous les services de streaming et tout, du coup je l'ai vite laissé tomber, mais je l'ai vu passer régulièrement, en fait, ce masque de gris qui me faisait trop penser quand j'étais petit à l'image qui était Cats les tueurs d'hommes, je sais pas, c'est un peu la même ambiance, ce fond noir avec juste le masque en forme de gris et les yeux du coup de Carl Butcher derrière, et je sais pas, ça m'a marqué, et je me suis dit fallait que je regarde cette saga. Et du coup je me suis intéressé au 1, je me suis dit pourquoi pas faire mon podcast dessus, on va faire le crash test, et j'ai regardé le premier film et je me suis dit faut vraiment que je fasse mon podcast là-dessus, parce que c'est des ovnis, en fait, c'est des super ovnis. Alors faut quand même comprendre que cette saga elle a acquis un statut de film culte, en vrai, pour son côté qui est vraiment splatter dégoûtant, qui est réputé parmi tous les gros détraqueurs qui cherchent des scènes gore pour combler le vide du scénario. D'ailleurs le vide du scénario, on verra que ça paraît comme un énorme défaut à première écoute, mais ça va servir le film, enfin ça on le verra. J'ai mis dans mes notes que c'était plus un Elephant d'Alan Clark sans propos, et bien gore, plutôt qu'un slasher fin 80. En vrai, moi il était rangé dans les slashers Violent Shit, c'est comme ça que je l'ai découvert, mais en vrai ça n'a presque rien d'un slasher. Enfin, ça a un peu un côté slasher, surtout le 2, mais ça reste quand même j'allais dire un gros mot, je sais pas si on a le droit, mais une super saga de cons, de splatter, de dégueulasse, de trash, de pervers, de tout ce que vous voulez, plutôt qu'un slasher. Voilà, deuxième trigger warning. D'ailleurs, il n'y a pas énormément d'informations, j'ai fait des recherches un peu partout, à droite à gauche, en interview, en truc muche, mais c'est compliqué de sourcer ces informations et de les croiser, parce qu'il y en a pas énormément. Les seules reviews qu'on trouve sur internet, c'est des Américains qui ont le DVD dans une main, une bière dans l'autre, et qui sont en train de dire des banalités sur la saga, et il n'y a pas énormément de sources. Et c'est pour ça justement que j'ai envie d'en parler de cette saga. J'ai trouvé personne dans le paysage francophone qui est revenu sur cette saga, du coup j'ai vu une porte d'ouverture, je me suis dit let's go, c'est pour moi, ça faut que je la prenne, et je suis là, et on va voir aujourd'hui comment on peut faire des trucs cool avec vraiment 0€, et on va commencer directement avec le mastodonte qu'est Violent Shit. Donc Violent Shit est un film allemand réalisé par Andreas Schneise en 1988. Je ne ferai pas de blague sur Andreas Schneise, voilà, c'est un allemand, Schneise, ça, voilà, il n'y aura pas de blague. Schneise. Violent Shit, c'est son premier long métrage, si et seulement si on enlève le premier qu'il a réalisé à 12 ans. À 12 ans, il a réalisé un long métrage où il bute son grand-père. C'est pas une vanne, où il bute son grand-père, et c'est gore. Mais ce gars-là était vraiment bercé trop près des splatters dans sa jeunesse, hein. On raconte qu'il a vraiment des influences hardcore, mais aussi des influences d'arts martiaux. Ça, on le verra plus tard, mais voilà, il était bercé avec du splatter, des arts martiaux, au grand dépit de ses parents, mais écoutez, ça a donné une super saga. Donc on le voyait, son premier long métrage à 12 ans, et avec ses amis il va surtout s'amuser à faire des films d'horreur, un peu comme on l'a tous fait, je pense. Mais là où ça va être intéressant, c'est que il a toujours ce côté d'artifice, ce côté FX, ce côté vraiment mettre en scène avec vraiment peu de moyens, mais beaucoup de taux d'hémoglobine, et on lésine pas sur les jets de sang, et ça, dès petit, il va s'entraîner à les faire, et ça va se ressentir dans toute sa filmographie, parce que à défaut d'avoir des films vraiment merdiques, ces scènes de gore sont vraiment impactantes, et sont faites avec zéro moyen. Comme de par hasard, c'est quand je décide d'enregistrer ce podcast qu'ils se mettent à tailler les haies. Après, on peut pas leur en vouloir. Ils travaillent, moi je suis au chômage. Continuer de tailler les haies, ça me motive. J'ai les boules, ils gagnent de l'argent, et moi je parle de films de détraqués.
en gagnant rien. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Alors revenons à notre petit Andreas Schneisse qui, lui, va, comme je le disais, se faire de la patte sur des courts-métrages avant de réunir dans sa vingtaine l'équivalent de 2000 balles. Alors en vrai, c'est que dalle à l'échelle d'un film, mais vraiment pour lui, pour l'époque, je pense que on est dans les années 80, c'est vraiment quelque chose de conséquent, ça va lui permettre de mettre la balle sur les effets qui sont gore et FX qui vont faire la répute du film, et surtout de pouvoir louer un caméscope, parce que le film a été tourné avec un caméscope loué, et ça c'est super important d'ailleurs, ça donne cet effet qui est un peu splatter snuff, qui va donner le succès du film. Et donc sur 4 week-ends qui sont qualifiés comme éprouvants apparemment, avec ses potes, ils vont construire ce qui est Violent Shit. Alors Violent Shit, ça raconte quoi? Je vais prendre le plot wiki et après on va revenir en détail sur le film. Alors le plot wiki, vous allez voir, attention, c'est bizarre, hein. L'histoire de Carl Berger, entre parenthèses, alias Carl the Butcher Cheater, autrement dit Carl le boucher qui chie. Oui, il n'y a pas de vanne, hein. Virgule, un psychopathe cannibale toujours armé d'une feuille de boucher, assassinant chaque personne qu'il croise sur la route. C'est vraiment vrai, c'est vraiment ce qui se passe. C'est totalement ce qui se passe, mais en fait c'est bien plus que ça. On va voir en quoi c'est bien plus que ça. Alors le film il s'ouvre vraiment en moins 140p, je sais même pas comment c'est possible, genre c'est même pas du 25 images secondes, ça doit être du 10 images secondes, mais en tout cas c'est un gamin qui court dans la forêt. Après le gamin il rentre dans un appart et il bute une dame avec un hachoir qui lui gueule dessus en allemand. Tout ça dans un cercle, genre ça se ferme en cercle et il bute la dame. Alors jusque là je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, en plus il n'y a pas de doublage, j'ai galéré à trouver une version doublée. Et en fait non, qu'est-ce que je raconte, j'en ai pas trouvé de version doublée. Mais qu'est-ce qui m'a fait me dire que c'était pas forcément très grave, parce que juste le plan d'après il y a écrit 20 years later. Donc techniquement c'est un film qui est adressé aux anglais, donc si ça parle allemand c'est que ça va parler anglais, et ça a continué de parler allemand. Donc là je me suis renseigné et la VOST elle est super dure à trouver en fait, c'est même impossible. La version qui est entièrement sous-titrée elle est même pas bonne en fait. Donc je me suis fié à un synopsis détaillé pour comprendre le film, et du coup j'ai juste regardé les images, et en vrai c'est pas très grave l'histoire, on s'en fout, il y a même pas de conversation, enfin ça on va le voir plus tard. Mais en tout cas voilà, on se retrouve 20 ans après ce meurtre qui est trop bizarre. On retrouve Carl dans cette bagnole de flic qui a été emprisonné pour le meurtre qu'on vient de voir 20 ans auparavant, et il se fait transporter par la police. Donc là je remercie le synopsis, c'était vraiment incompréhensible sinon. Notre mitaine Carl il va buter un flic, donc là c'est le premier effet gore de la saga. Il va lui couper le bras, il va y avoir une effusion de sang, et c'est là on va se dire putain mais cette saga, ok, ça commence à balancer. Bon là on dirait que je suis un gros psychopathe quand on dit ça, mais enlevez-vous de la tête que je suis un psychopathe, parce que je ne le suis pas, et dites-vous juste vas-y viens, on passe du bon temps et du divertissement. Donc il lui coupe le bras, et première effusion de sang, et c'est là on rentre dans le vif du sujet. Donc t'as notre Carl qui arrive à s'échapper, et on va retrouver une POV de tueur, genre un peu comment je pourrais expliquer ça, à la Leprechaun, à la scène d'introduction de Halloween par exemple, une pauvre de tueur classique. En vrai elle est à la limite du digétique cette caméra, parce qu'on a l'impression, à l'instar de Skull qui arrivera en tant que néo-slasher largement plus tard, mais enfin Skull je veux dire Laid to Rest. Mais il y a cette impression que le tueur il porte cette caméra, et là où ça m'attire c'est que moi le film je me le suis teasé comme quelque chose qui se revendiquait d'être un fake snuff movie, et vu comment le film partait avec ce 144p, ce truc dégueulasse, je me suis dit putain let's go, la caméra qui devient digétique, mais ça va envoyer du steak. Et c'est là en plus t'as le même thème, t'as le main theme du tueur qui se lance au même moment, donc c'est un truc qui est composé par Mickey Angel, et là je me suis dit waouh dans quel film on est, ça va être génial. Et ça va être cassé, cette pauvre va être cassée pour qu'on voit le tueur. Et ça casse toute réelle intention. Et c'est là que je me suis dit, ok, je comprends l'amateurisme derrière le truc, je comprends tout le bordel. Qu'est-ce que je regarde? Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je regarde? Et c'est là où ça a commencé à dégénérer. Et pourquoi cette saga et cette saga? C'est là que ça commence. Attention, première sonnerie. Il y a clairement un nichon qui est découpé. Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça je ne sais pas. Bon bref, il découpe le sein de la meuf. Bon, cette scène, c'est la moins bien faite de la saga, parce que le bout de peau est déjà sur le manteau, donc il découpe, en gros il enlève juste un bout de peau sur un manteau, enfin c'est mal fait, tu montres ça à un gamin de 12 ans, mauvais exemple, tu montres ça à une daronne qui est un peu choquée de tout, elle va être en mode, bah, ok, c'est dégueu mais c'est mal fait. Mais quand même, ça dénote de ce que va devenir cette saga. Ça découpe un nichon. Tu te dis, waouh, faut être détraqué mental pour faire ça. Faut être totalement détraqué mental.
pour découper un putain de nichon. Et bien c'est ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et c'est que le premier Tintin de la saga, c'est que le premier multiplex. Hein. J'ai oublié de préciser aussi, mais il y a un des flics qui a réussi à shooter notre Carl Butcher avant qu'il se barre. Du coup, il est blessé et après qu'il ait découpé le nichon, bah, il va cavaler à la Leatherface parce qu'il est blessé. Donc voilà, il a une cavale à la Leatherface qui est un peu longue d'ailleurs, ça me fait vachement marrer. Ça sera pas la seule du film malheureusement. Après, on a un autre plan de voiture, ça il y en a 1000 aussi dans le film. Qui cavale dans la forêt, il y en a 1000. Les plans de voiture, il y en a 1000. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Enfin bref, il cavale, il tombe, il y a un mec qui s'arrête puis qui veut le sauver. Il veut le sauver, genre il ouvre son coffre, il a sa petite trousse de soins, il est prêt pour sauver notre Carl Butcher, mais il sait pas à qui il a affaire, parce qu'il y a un enchaînement de plans qui est dur, vraiment un découpage horrible, on comprend rien, il y a des faux raccords de tout, mais sauf que attention, après ce découpage qui est dur à vivre, on va vivre une scène, et oui, il va découper le paf de son sauveur, il y a vraiment pas de vanne. Alors je ne sais pas si c'est un propos anti-masculiniste ou alors si c'est juste un trip totalement dégueulasse, je pense, connaissant la suite de la saga, c'est un trip sans arrière-pensée un peu dégueulasse, mais voilà, et au risque de vous choquer, c'est vraiment hyper bien fait, c'est hyper visuel, et en plus il prend bien son temps, et il lui découpe vraiment le paf en prenant son temps, c'est une dinguerie, c'est pour ça que j'adore ce podcast, c'est parce qu'on va pouvoir dire des obscénités, j'allais dire, non, on va pouvoir dire des énormités là, comme ça, en toute impunité, parce que c'est le but de la saga, donc voilà, il lui découpe le paf, et putain, mais quelle saga on analyse, c'est génial, et après c'est le retour de notre fameuse POV halloweenesque, et on vient de vivre un truc, on vient de vivre un putain de découpage de paf et on retourne dans cette POV et on est bien et on se dit mais qu'est-ce qu'on branle à regarder ça. On arrive sur une discussion, alors moi j'avais pas les sous-titres, mais même sans les sous-titres tu peux voir que ça a l'air d'être totalement improvisé, ils ont l'air de parler de la pluie et du beau temps, pardon. Mais j'avais pas les sous-titres donc je pouvais pas trop savoir de quoi ils parlaient, mais ça avait l'air vachement improvisé votre truc. Je suis pas bon en allemand, enfin je suis nul en allemand, je sais juste dire ich weiß nicht, ce qui veut dire je ne sais pas. Bref, il y a notre tueur national Zigouilleur de Chibre qui arrive avec son hachoir et vlan, il lui coupe la tête et là il y a des effusions. Ça, je sais pas comment il a fait, je sais pas comment il a fait avec le si peu de moyens pour envoyer du sang comme ça. Moi je galère, j'ai toujours galéré quand j'ai voulu faire des effusions de sang, genre faut envoyer des pompes et tout, mais ils ont dû passer du temps là-dessus parce que c'est hyper bien fait. Ensuite, il s'attaque à l'autre avec un taille-haie, mais attention, il jette le taille-haie, parce que pourquoi faire un taille-haie quand on a ses mains et qu'on peut étrangler le gars? Ça va buter. Il lui fait pareil avec son taille-haie, il le jette et il l'étrangle. Alors ça, c'est génial. Alors ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. Si j'ai peut-être dû le voir ailleurs, mais c'est plutôt marrant. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un manque de moyens, on ne peut pas tronçonner un mec avec un taille-haie, ou alors ils l'ont juste fait pour la vanne, mais dans les deux cas, moi, ça m'a fait extrêmement rire. Et là, on va voir une scène qui est assez récurrente dans la saga, c'est de découper un gars en deux. Genre comme les magiciens qui découpent les fils là dans les boîtes, et bah là c'est pareil, sauf que c'est hyper bien fait. Encore une fois, je pense que ça je vais le dire plusieurs fois dans le truc, mais il le découpe vraiment. Et on y croit, alors que je vous rappelle que c'est un budget de 2000 balles, que il a fait 0 études de cinoche ou je ne sais quoi. Après, il n'y a pas besoin de faire des études de cinoche, bien évidemment, pour faire du cinéma, mais je veux dire, son découpage il est trop dégueulasse, tout est dégueulasse, et il arrive à nous faire ça, c'est trop bien fait. Genre, je veux dire, pépite, on est en 1989, et il y a un gazier qui s'est sorti les doigts des fesses et qui nous pond des trucs comme ça, mais c'est miraculeux, je vous le dis, c'est miraculeux. Et dans sa bonté, dans sa générosité, Andreas Schneise va nous offrir un plan large sur cette scène, un plan large, alors qu'on sait très bien que plus t'as de FX, plus t'as de violence, plus t'as de scènes un peu tricky et tout, mieux vaut faire des plans serrés, overcutés, et là, lui, dans son amateurisme, il a tellement confiance en ses FX qu'il va nous offrir un plan large, et c'est là que ça prouve tout le génie de ce gars, et que cette saga Violent Shit mérite déjà d'en parler, mérite toute sa reconnaissance, c'est que ce gars-là est vraiment fort, il a un vrai talent pour ce qui est de la FX, et ça c'est un talent avéré quand tu peux te permettre de faire un super plan large sur un vieux FX à la con qui marche, c'est fou. Fallait que j'appuie ce moment-là. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'après ce plan large qui est vachement efficace, il va nous faire un close-up sur une tête qui va couper en deux. Bon, jusque-là, on va voir que c'est une tête artificielle, une tête qui est faite avec un ballot, je ne sais quoi. Mais il va la recouper en deux, cette tête, et va y avoir à l'intérieur du sang, du cerveau et tout. Donc il a vraiment confectionné un ballon, une tête et tout, avec du truc dedans pour pouvoir la surdécouper en deux. Donc là où c'est fort, c'est qu'il va penser à ces scènes de meurtre, il va se dire, waouh, comment aller toujours plus loin, je vais surdécouper, enfin je vais découper une tête 2 fois en deux. Ça c'est cool de se dire ça, mais il va le mettre en place et ça va être efficace, et c'est là où c'est fort. Je veux vraiment insister sur ce fait là.
Voilà. Donc après, on va avoir un cut. Moi, il va y avoir beaucoup de après. Après, mais en même temps, on est en train d'analyser le film, de revenir sur le film. Donc il y a un cut flashback, après ces 2 scènes de fou, il y a un cut flashback qui prend tout son sens. Donc on a la backstory de la névrose de notre Carl Butcher. Alors, je rebondis sur le fait, encore une fois, que je l'ai vu en version allemande avec 0 sous-titres. Donc on a un démon probablement pédophile qui apparaît et qui tire sa langue et qui dit des obscénités en allemand. Donc moi, sans les sous-titres, je vois juste un démon allemand en 140p avec une langue gigantesque qui est en train de faire des sortes d'incantations pédophiles allemands et parler à un enfant. Je suis en mode waouh, qu'est-ce avec les 2 scènes que je viens de voir, tu me matraques avec ça en plus, mais laissez-moi tranquille. Et du coup, apparemment, c'est un démon qui lui a demandé de tuer sa mère. Voilà, donc c'est pour le contexte. Mais sans sous-titres, je vous jure que c'est pas tout rose. Ensuite, on a une fille qui va être avec 2 garçons dans une voiture, pardon, et elle va prendre la décision de quitter la voiture pour faire son chemin à pied. Et donc la voiture va partir sur un autre chemin, donc ce détail a de l'importance. Donc à ce moment-là, cette fille va vraiment devenir la meuf de Saint-Antoine Illois de Agnès Varda, donc c'est-à-dire ça va être une SDF, hein, ça va être une SDF. Et elle va déambuler. Donc voilà, ce détail a de l'importance parce qu'on va revenir sur les 2 gars de la voiture qui sont en train de fumer, teaser. Du coup, pas le dernier. Là, notre Carl Butcher va arriver et va découper l'entrejambe du gars. Enfin, c'est pas graphique à ce moment-là, c'est vraiment. Il a les jambes écartées, il a son pantalon et il lui hache l'entrejambe. Donc voilà. Et après, attention, je ne sais pas pourquoi, ni d'Adam ni d'Ève. Il y a la fille qui arrive. Alors la voiture, elle a probablement fait 40 km depuis. Il y a la fille, elle a dû faire 40 km à pattes. Notre chère meuf de Saint-Antoine Illois. Et apparemment Flash McQueen. Alors il reste probablement encore un autre gars qui est toujours en vie, ou je ne sais plus s'il l'a tué, Carl le Butcher. Mais en tout cas, il va nous choper cette meuf. Et attention, il va littéralement la dessaper. C'est très visuel, hein. Je vais appeler cette scène la scène du trou. Il va mettre son doigt là où vous pensez, vraiment là où vous pensez. Il n'y a pas d'autre mot. Pas la sortie, mais oh putain, je ne sais pas comment décrire ça, c'est horrible. Je sais pas comment décrire ça, je sais même pas si j'ai le droit de le décrire, mais en gros il met son doigt dans un trou, il faut pas, et il met sa hache, il remonte et il la détrousse. C'est-à-dire qu'il vraiment il lui ouvre le bide, enfin il part d'en bas et il remonte jusqu'à son bide et voilà, hyper graphique, il y a tous les organes qui sortent. C'est là, c'est le point de non-retour de cette saga. Mais quel détraqué peut faire ça? Quelle personne peut penser à faire ça? Vraiment, je me suis dit, mais ben voilà, je vais bégayer dans ce podcast. Et puis les gens, ils vont voir que je fais un podcast là-dessus, mais ils vont se dire, mais c'est complètement fou. Alors, je vais pas la détailler, on va pas revenir dessus. Cette scène est hyper graphique et hyper gore, mais tout ça pour dire que Andreas Schneise, il peut aller super loin. C'est pas fini, mais dans ce qui est à caractère sexuel et violent, ça va super loin. Il y a une scène comme ça dans le 2. Dans tous les films en fait, il y a des scènes comme ça. Mais voilà, je vais pas non plus trop revenir sur ces scènes parce qu'en soi elles sont un peu horribles et j'ai pas envie de passer 10 000 ans dessus parce qu'il y a des scènes aussi what the fuck et moins connotées. Donc passons outre, mais sachez qu'il y a cette scène. Ensuite, même notre John Carl Butcher. Non, pas John Carl Butcher, qu'est-ce que je raconte? Je confonds toujours parce que John Carl Butcher, c'est le réalisateur d'un des Vendredi 13, le 7 ou le 8. Et je confonds toujours, du coup, si je dis John Carl Butcher, je suis désolé. Je fais pas exprès. Mais en tout cas, on a notre Carl Butcher qui déambule dans la forêt parce que je pense que même lui, il est choc-barre de ce qui vient de se passer. Et il déambule pendant 5 minutes à tel point que elles sont longues ces minutes. Du coup, je me suis dit, mais le film Vaillante Nature qui est sorti en 2024, ou peut-être 2023 en festoche, enfin bref, je me suis dit, une Vaillante Nature, déjà, il est écrit dans le titre Vaillante Shit et une Vaillante Nature. Est-ce qu'il serait pas inspiré de ce film finalement? Parce que cette pauvre du tueur qui se déambule dans la forêt, elle est super longue et le truc violente. Je me souviens que ma critique Letterboxd à l'époque, j'avais fait. Enfin, le titre c'était In a Violent Shit Nature, mais j'avais pas fait exprès. Et là, je me dis que c'est peut-être potentiellement vrai. Enfin, bref, nous digressons. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. En tout cas, ce podcast vient de l'officialiser.
Il débute dans la forêt jusqu'à tomber sur Jésus littéralement crucifié. Il y a pas de vanne, je suis désolé pour ceux qui sont dans la religion et qui nous écoutent et quoi que ce soit. Mais c'est avéré, il tombe sur Jésus crucifié. Donc Jésus un acteur qui joue le rôle de Jésus crucifié sur une croix posée dans la forêt. Je salue la perf artistique. Non mais vraiment, aller dans une croix en pleine nuit d'ailleurs. Enfin, aller dans une forêt en pleine nuit pour mettre une croix et crucifier un mec dessus avec des FX qui sont super bien réalisés par ailleurs. Je salue la perf, je salue la perf. C'est pas tout. Il va arriver, il va découper le corps de Jésus. Je suis désolé, c'est hyper... il y avait le Tintin qui a prévenu. Il va découper le corps de Jésus, donc il va lui sortir tous les organes en partant de son ventre. Et il va faire un trou dans le corps de Jésus pour rentrer dedans. Vraiment, il va rentrer dedans. Donc t'as ce plan où on voit ses jambes qui tombent dans Jésus, à l'intérieur de Jésus. Enfin, il y a juste ses jambes qui dépassent du ventre de Jésus. Et il est là, il est dans le corps de Jésus. Je sais pas comment ils ont fait ce plan. Je sais pas comment ils s'y sont pris, mais c'est trop bien fait. C'est fou. C'est encore fou, encore une fois, d'avoir des vieux gaziers allemands qui arrivent à faire ça quand on salue la perche. Je sais pas, il doit y avoir une cage ou un truc dans le genre. Si vous avez l'occasion de voir le film, vous allez voir ce plan. Moi, il m'a super étonné. Avec le plan qui va suivre. Enfin, avec un plan qui va suivre prochainement, vous allez voir. Ces deux plans-là, ils m'ont bluffé, quoi. En vrai, je rigole 2 secondes, mais je sais pas ce qu'il a voulu dire derrière ce plan, si tant est qu'il y ait un vrai propos derrière ce plan loufoque. Mais je connais pas la figure en vrai du christianisme en Allemagne dans les années, fin des années 80. Mais moi j'ai une théorie, elle est peut-être un peu farfelue, mais en tout cas dans le plan suivant, le fameux plan voiture, il y a le plan tueur et le plan voiture. Et dans le plan suivant, il y a la radio. Enfin, dans la voiture, il y a la radio. Et à la radio passe la musique de Torture Never Stop du groupe WSIP. Donc WSIP, c'est un groupe de heavy metal américain qui est originaire de Los Angeles. Donc c'est un groupe qui combat la censure, donc une inspi qui est très rock, on le verra, ça va revenir. Mais moi, je vais prendre justement l'acronyme de WSIP. Alors, ça veut pas dire ça, leur groupe, l'acronyme ne veut pas dire ça, je l'ai pas noté ce qu'ils voulait dire leur acronyme, parce que je crois qu'il y en a plein. Mais ça veut aussi dire White Anglo-Saxon Protestant. Voilà. Et donc, comme le protestantisme est une branche majoritaire en Allemagne, alors je sais, en tout cas actuelle, je ne sais pas comment c'était avant, et peut-être que ça a un lien avec le protestantisme, vous allez voir pourquoi dans les scènes suivantes, mais je place ça là, retenez-le bien. Et pour la petite anecdote du groupe WSIP, parce que le film il va devenir un peu plus connu suite à sa sortie VHS, d'ailleurs c'est un des TV... On reviendra dessus, mais à la base ils n'avaient pas du tout les droits pour cette musique, ce qui est totalement normal, c'était un grand groupe de rock, et tellement le film était fauché, en fait ils ont abandonné les plaintes, parce que le film est devenu viral surtout aux États-Unis, et le producteur du groupe WSIP a annulé ses plaintes en raison quand il a vu que c'était tellement misérable la production de ce film, il s'est dit vas-y, on abandonne les plaintes, on vous donne les droits. Et je trouve l'anecdote assez marrante. Mais du coup voilà, le protestantisme est ma théorie et on va y revenir dessus après. Toujours est-il qu'après ce plan voiture, on va retrouver notre tueur qui va tuer 2 femmes avec son hachoir. Donc je crois que ces meurtres sont pas très marquants, en tout cas sont moins marquants de ce qu'on vient de voir. Et après il va se stopper, il va commencer à se gratter la peau, on ne sait pas pourquoi. Il va se gratter la peau, il va s'arracher la peau, c'est super bien fait encore une fois, je sais pas, ils ont dû mettre une sorte de pâte sur son visage et il va se l'arracher et c'est bien fait. Et là attention, il va s'arracher le ventre et il y a un bébé qui va sortir de son ventre, comme si, je ne sais pas si Jésus l'avait enfanté, s'il avait copulé avec Jésus. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas ça colle très bien avec ma théorie, parce que les protestants ils ne croient pas en l'immaculée conception, donc en fait c'est peut-être un truc de protestantisme pour se foutre des autres branches, ou je ne sais pas, après je sais pas s'ils se foutent, je suis tellement pas calé en religion, je suis désolé, mais en tout cas voilà, c'était ma petite théorie, je sais pas si elle est farfelue, si elle est bien, mais voilà, pour moi c'est un truc protestantisme. Après je sais que ça va se faire, cette théorie va se faire pseudo balayer dans les prochains films. On verra pourquoi, parce que ça va parler d'hérésie et tout le bordel. Mais voilà, moi j'aimais bien cette petite théorie. Et je crois qu'on est peut-être un peu trop vite, que je suis peut-être un peu trop vite passé dessus, mais il y a quand même un bébé qui sort de son corps. Et c'est pas un fœtus un peu nul à chier. Non, c'est un fœtus Vibes 2001, j'abuse. En vrai, Vibes It's Alive, Vibes Toxic Avengers 4, c'est
super bien fait. Je sais pas comment c'est possible, il a dû faire peut-être une prothèse ou un truc dans le genre, j'ai pas trouvé de making-of de ce film, mais en tout cas, ça montre bien que Andreas Schneise a de l'imagination, parce qu'en fait, il y a pas de scénario derrière, on s'en fout, en fait, je crois que c'est juste une succession de scènes et après tu fais l'histoire, mais de par son imagination, en fait, il a la volonté de réaliser son imagination sans budget, et il va réussir, et c'est ça que je trouve trop fort, en fait. Genre là, demain, je me dis, ouais, j'ai envie de faire sortir un bébé du ventre de mon acteur, bah, je vais être en mode, ok, c'est génial, mais comment je fais? Et lui va réussir à faire ça. Donc, t'as ce talent d'imagination et t'as ce talent de mise en abîme de son imagination. Et c'est ça qui est trop fort et qu'on va retrouver tout au long de la saga. C'est, voilà, ce pouvoir de mettre en image n'importe quoi. Et c'est Violent Shit 1, c'est ça. C'est totalement ça. Et le film va vraiment se terminer sur la naissance de ce bébé. C'est fou. Il va y avoir, après le titre Violent Shit sous trompette, il y a écrit Violent Shit, un petit coup de trompette. Après générique, le générique est même pas bon. Je crois qu'il y a des problèmes au générique, c'est même pas bien associé. Enfin bref, celle-là, je suis pas sûr de la source exacte. Mais bon, il y a un problème de générique. Enfin, il y a rien qui va dans ce film. Il y a vraiment rien qui va dans ce film. En vrai, ce film, c'est un ovni du cinéma. Vraiment, c'est le cinéma amateur plus par excellence, mais ça passe super bien. Il n'y a pas de scénario. Tu vas retrouver cet aspect un peu mumblecore-esque, c'est dans cet aspect mumblecore-esque que tu vas trouver justement le sérieux du film. Si tant est que ce soit sérieux, mais cet aspect snuff splatter qui a des tendances presque de slasher et qui a juste une fin fantastique et ça part dans tous les sens, ça peut peut-être même en choquer certains, je veux dire même au-delà des scènes trash, ça peut en choquer certains dans la religion, je ne sais pas si c'est recherché, mais en tout cas c'est effectué et t'as cette croisée des genres. J'abuse peut-être un peu en disant croisée des genres parce que c'est plus quelque chose qu'on va retrouver sur le 3, mais en tout cas c'est les prémices de ce que va être le reste de la saga sans pour autant être un film de la saga. Je veux dire par là que ce Violent Shit 1 il est quand même très différent des autres de la saga. Les autres de la saga vont avoir plus de similitudes entre eux, là où Violent Shit 1 il est totalement différent. Déjà c'est pas le même tueur, bon même si les films sont pas reliés entre eux, on verra par la suite, mais ce Violent Shit 1 il a une identité qui est propre à lui, mais il va pas se faire effacer par les autres, là où je vais prendre comme exemple les Destinations Finales parce que y a le 6 qui est sorti, je les ai revus pour l'occasion. Le premier film c'est un très bon film de divertissement, ça installe tout le bordel, ça installe les codes, ça dit ce qui se passe, les règles à respecter, mais il se fait pour moi bouffer par le reste de la saga, parce que le reste de la saga il y a plus de tension, la mise en scène pour les scènes de mise à mort sont vraiment plus travaillées, plus costauds, enfin on se rapproche plus d'un téléfilm pour le 1 très, très honnêtement. Et du coup, là où les Violent Shit, c'est important d'avoir ce premier film et qu'il est niche et qu'il se fait ni écraser par rien du tout et qu'on va se souvenir de ce Violent Shit, c'est que il a cette identité d'ovni, de snuff splatter, et c'est super important. Et là où il est aussi important pour le reste de la saga, c'est qu'il va montrer cette structure de déconstruction, de limite, vas-y, viens, on lance la caméra, on fait nos effets gore et on monte l'histoire après. Et c'est pour ça, c'est un pilier ce Violent Shit 1, et je suis tellement content de l'avoir découvert. Et voilà, je pense qu'on a fini avec ce Violent Shit 1. Alors, Violent Shit 1, c'est le premier film DTV, donc direct to vidéo horreur allemand, et il va s'exporter un peu partout. Il y aura même une projection unique en Allemagne qui va le faire interdire dans la salle, enfin qui va le faire interdire partout en Allemagne, parce que dans la salle ça a fait débat. Hein. C'est scandaleux, c'est lamentable de faire des choses pareilles. Je sais pas s'il y a des gens qui auront la ref, mais en tout cas c'est un peu ça l'idée. Alors évidemment, et je vais peut-être vous étonner, mais le film est salué non pas par son scénario, mais pour sa performance artistique, ce qui est un peu logique, même si moi, comme j'ai essayé de l'expliquer, je trouve que le non-film en fait totalement un film. Et tout ça, notre ami Andreas Schneise, bah, ça va totalement être bénéfique pour lui, parce que d'une part, il a fait un film qui est pionnier du cinéma German Underground et qui va s'exporter de par le fait que ça soit une des premières VHS en DTV de l'Allemagne qui va super bien s'exporter aux États-Unis, et du coup ça va lui donner de la visibilité, ça va aussi peut-être lui débloquer du fond, et ça c'est totalement quelque chose d'important dans une carrière que d'avoir de la visibilité sur quelque chose qui nous anime, et ça va tellement encore plus le motiver, si bien que quelques années plus tard, notre cher Andreas Schneise, il va réaliser en 1992 le film Zombie 19's Extreme Pestilence. Alors ce film, il est célèbre, pas pour les bonnes raisons, enfin si, pour une bonne raison, parce que ça part de Andreas Schneise en soi, mais c'est un film de zombies comme les autres, enfin comme Violent Shit, un peu dégueu, réalisé avec 2-3 francs 6 sous à la caméra et avec des effets un peu gore débiles, mais toujours bien fait dans la vibes Andreas Schneise finalement. Mais il est célèbre parce que c'est la version anglaise en fait, ça part d'une blague. Andreas Schneise dit
dit à un de ses collègues bah viens on va doubler le film en anglais, ça peut être marrant. Sauf qu'ils l'ont vraiment fait, et la version anglaise elle est hilarante, bah, elle est connue pour ça, je crois que c'est connu comme une des pires versions jamais doublées, ça a eu ce prix je ne sais plus où, enfin c'est un peu partout d'ailleurs. Malheureusement j'ai pas trouvé d'informations supplémentaires, genre par exemple la date quant à la réalisation de ce doublage anglais, mais toujours est-il que du coup ça fait un film de plus dans la filmographie de notre cher Andreas Schneise à être célèbre. Je ne sais pas quand ça l'a été, mais en tout cas ça l'a été, et dans tous les cas il a pu se faire la patte, même si c'est pas devenu célèbre directement, il a pu se faire la patte sur des effets gore, et ça nous c'est ce qu'on veut. Entre temps Schneise il va aussi ouvrir un magasin avec un de ses collègues qui est aussi monteur de ses premiers films, il va ouvrir un magasin de vidéoclub Hard to Get. Voilà, je crois qu'il est fermé maintenant ce magasin. Enfin bref, il va faire ça entre temps avec son film Zombie 19's Extreme Pestilence. Et en 1992, donc soit un an après la sortie de son précédent film Zombie, il va réaliser Violent Shit 2, Mother Hold My Hand. Morceau sur Violent Shit 2. Alors pour moi c'est le point de départ de la saga, c'est-à-dire que c'est là où on va retrouver le personnage récurrent de Carl Butcher Jr., c'est là où on va le retrouver avec son masque, même si on va le voir que il a vraiment zéro prestance, Carl Butcher Jr. dans aucun des films, il est différent dans chacun des films, et dans chacun des films il a zéro prestance et il se fait littéralement chier dessus, sauf peut-être le 4 en vrai. Donc le plot wiki c'est Carl Butcher Jr. se lance dans une série de meurtres sanglants pour venger la mort de son père, célèbre tueur de Hambourg. Sadique et cannibale, Carl va répandre le sang et la mort. Alors j'ai pas plus d'infos sur le budget, mais je pense qu'il est plus conséquent de par ses 2 succès précédents, et on sent totalement qu'il a pris du galon, hein, notamment au point de vue de la mise en scène, et ça se voit dès la scène d'intro. La scène d'intro qui va mettre en scène des Asiatiques qui font un deal de drogue, donc c'est un vrai deal de drogue, tu te dis waouh, ok d'accord, ça commence comme ça, et on va avoir une baston entre eux qui est assez bien chorégraphiée et qui sera assez récurrente tout au long du reste de sa filmographie, hein, parce que je l'avais précisé en début de podcast, mais il est très inspiré par des est-ce que je l'avais précisé ça, en tout cas je le précise maintenant, il est très inspiré par tout ce qui est asiatique et notamment japonais, ça on va le revoir, ça va être récurrent encore une fois, aussi récurrent que le mot récurrent dans ce podcast. Ah dis donc. Bon, toujours est-il que ces asiatiques ils vont tous s'éliminer un par un dans une baston qui est d'ailleurs très bien cinématographée, j'allais dire, qui est très bien, cinématographée, on peut le dire. En tout cas, il y a pas de ça saute pas aux yeux, les règles du cinéma ne sont pas brisées, et je trouve ça trop bien. Et donc là on va voir notre Carl Butcher qui va arriver, notre Carl Butcher Jr. qui est donc le fils de Carl Butcher, le tueur du 1, et donc on a ce nouveau mitaine avec la fameuse grille qui va l'accompagner tout au long du reste de la saga, ce fameux masque, hein, parce que pour l'identité d'un mitaine, moi je trouve ça trop important d'avoir un masque, ou alors d'avoir un élément distinctif, dans le masque de hockey de Jason, le visage le masque de visage sans expression de Michael Myers, enfin bref, vous avez compris le truc. Et moi je trouve, vas-y, ça colle trop avec la DA, ça colle trop avec la DA foutresque, je me colle dans des mots, mais faut le dire, ça colle totalement avec la DA goofy qui est la saga Violent Shit. T'as ce masque qui est fait en carton-pâte, ou non, vas-y, j'abuse, du carton avec de l'aluminium dessus, et puis tout ça collé à l'arrache, c'est dans la DA de Violent Shit, et je valide ça totalement. Moi ça me hype trop, ça colle trop bien avec le mitaine, comme aussi bien que la peau brûlée colle au personnage de Freddy. Voilà. Donc on a l'arrivée de ce mitaine qui va devenir iconique maintenant. Carl Butcher Jr. c'est vraiment quelqu'un du paysage niche, important, du paysage niche, et son entrée elle est géniale. Parce que va y avoir l'utilisation, je pense, du cinémascope qui va arriver, ça doit être dans ces années-là que ça arrive, en tout cas ça arrive entre ses mains, Andreas Schneise, et donc du coup tu vas pouvoir faire ces plans larges qui sont très inspirés des 7 samouraïs de Kurosawa, mais aussi je pense au cinéma américain, à La Nuit du Chasseur, quand t'as Robert Mitchum qui marche avec son cheval et qui siffle, tu vois, c'est un plan anamorphé qui est super grand, et il y a ce travail noir et blanc. Bon, alors il y a peut-être pas un vrai travail noir et blanc sur Violent Shit 2, parce qu'on parle quand même de 2 mastodontes du cinéma qui sont Night of the Hunter et les 7 samouraïs, mais moi je trouve qu'il y a un vrai travail d'inspiration, et ce travail anamorphique, en tout cas moi ce que je pense, il va jouer un rôle essentiel dans l'introduction de ce personnage. Tu vas voir, on voit, il traverse le japonais, il fait un peu un Ashura de Zoro, tu vois, ça, comment je pourrais expliquer ça, genre il court vers le dernier asiatique, et il range son sabre en l'ayant dépassé, et là t'as le truc de sang qui
qui coupe vraiment typiquement Jap en fait, typiquement culture japonaise, même dans les animes c'est tout le temps ça, quand ils rangent son sable, enfin c'est Zoro, moi je pense toujours à Zoro dans One Piece quand c'est ça, mais je devrais avoir des références un peu plus cinématographiques, enfin un peu plus datées de la bonne époque, parce que One Piece est sorti après, et je ne veux en aucun cas cracher sur One Piece qui est une œuvre magnifique. L'analyse est peut-être un peu trop poussée pour la saga Violent Cheat, mais voilà. Notre Carl Butcher Jr. apparaît enfin, tue cet asiatique, et bim, le film se lance enfin sur une histoire, et oui, il n'y a pas de vanne que Andreas Schneider, bon il va peut-être un peu nous feinter le salaud, mais il ouvre son film après la scène d'intro par l'enquête d'un journaliste sur la vraie histoire de Carl L. Butcher Jr. Et donc vraiment il va donner du propos, de la profondeur, en parlant de personnification du mal quand il va évoquer Carl Butcher, et tu vas avoir cette caméra qui va devenir diégétique, un peu à la mode rec, tu vois, un peu à la mode fan footage pour appuyer le scénario, en mode vas-y on va interviewer des gens et tout, c'est cool, ça réutilise même des footage du 1, attention, ça appuie. Du coup on va apprendre dans cette enquête, merci monsieur le journaliste de nous donner du scénario, c'est génial ce qui se passe, c'est fou, j'aurais jamais cru ça, tu vois, dans une saga comme ça, un peu faux folle, avec des trucs trop bizarres. Enfin bref, on va apprendre que c'est le fils du tueur du 1. Il va même parler d'une hérésie ça va balayer toutes mes théories d'avant sur le protestantisme et tout. Mais c'est pas grave. Ça aurait pu marcher, en vrai, ça aurait pu marcher. Donc là, Andreas Schneider va nous développer un peu le lore de Carl Butcher. Ça va donner du croustillant, ça va donner du contenu, ça lui donne du volume à ce Carl Butcher. C'est pas forcément ce qu'on avait besoin, mais pourquoi pas, on prend, tu vois. Et là où il va couper des points avec le 1, c'est qu'il va lui donner une daronne à ce Carl Butcher, celle qui était censée être morte dans le 1, donc les films ne sont visiblement pas reliés, et tant mieux. Et cette daronne, ça va être vraiment l'archétype, en plus d'être hyper chelou, l'archétype de la manipulatrice, hein, un peu la daronne à la Vendredi 13, quand t'as Jason qui entend sa mère le manipuler, bah là c'est exactement la même chose, tu vois, c'est un peu Edward Weeble et c'est aussi original, là, j'ai plus son nom, vas-y, pourquoi je parle de One Piece encore, faut que j'arrête. Mais du coup, sa daronne va lui ordonner d'aller tuer des campeurs. Bon, ce moment est un peu long, au début, t'as tous les campeurs qui s'installent et tout, ça fait vraiment ambiance Vendredi 13, hein. T'as les campeurs qui s'installent, t'as des fois le tueur qui apparaît, il y a son main theme qui se lance, d'ailleurs c'est Jan-C. Moeller qui a fait le main theme, voilà, il fallait que je le cite, mais t'as des plans sur le tueur, il y a son main theme qui se lance, des plans sur les voyageurs, enfin sur les campeurs, et il y a le main theme qui s'arrête, ça n'a aucun sens, mais en vrai c'est marrant. Par contre, quand ça part, et le découpage est toujours plus buvable, du coup c'est toujours plus aéré, et les meurtres ils vont être plus sympas, Donc t'as notre maman qui demande à notre Carl Butcher Jr. d'aller tuer tout simplement ces gens. Et là, festival de cadavres, ça part. Alors, il tue une meuf, il lui découpe sa tête en deux, il la met dans un bocal, et c'est toujours de plus en plus graphique. En fait, à chaque fois, il va falloir que vous vous rendiez compte que quand on parle d'une mort, elle est toujours plus graphique que la première. Donc, il met un bout de la tête dans le bol, et il va donner à sa maman pour qu'elle le mange, pour qu'elle mange un peu, pour qu'elle boive le sang un peu. Vous voyez dans Bad Taste, quand les aliens, ils boivent. Ils boivent. Oh non, pas de l'orthographe, s'il vous plaît. Enfin bref, quand t'as les aliens qui se servent dans ce qui a l'air d'être du vomi, bah c'est exactement la même chose, sauf que là elle boit du sang d'une tête d'une meuf dans un bocal. Excellent. Et après, attention. Oui, c'est le retour, parce qu'il va, notre Carl Butcher Jr. va percer les couilles d'un campeur avec, oh putain, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bah, il va percer les baloches avec un crochet d'un des campeurs. Alors après le paf du 1, c'est les baloches dans le 2, c'est un truc vachement, qui va revenir dans la saga. C'est vraiment, j'avais pas l'habitude de voir ça à part dans Carver, bien évidemment, cette scène est hyper connue, mais dans les Rap and Revenge, c'était quelque chose de très régulier, de très récurrent. Je veux dire, la scène dans I Spit on a Grave, la scène dans Hard Candy, plus récemment c'est pas Maxime, c'est dans Maxime. Dans Maxime, il y a pareil les massacreurs de Zub, mais là ça y va avec le crochet, hein, ça lésine pas, c'est trash, c'est fou de faire ça. Puis ça y va parce qu'après il lui ouvre le ventre, il doit y avoir forcément, ça doit être peut-être des tripes du boucher du coin, mais en tout cas c'est hyper bien fait. Il va étriper le gars, il va lui sortir les organes, encore une fois, hein, mais c'est un détraqué mental, et je suis encore plus un détraqué mental de faire un travail analytique, entre guillemets, c'est pas analytique, mais de revenir sur cette saga, c'est fou. Et après, attention, alors là, je vais déclencher la sonnerie, parce que
c'est le retour des boobs, c'est le retour des nichons, mais sauf que là, il va pas aller jusqu'au bout parce que en fait, sa maman, c'est pour ça que j'ai déclenché la sonnerie, sa maman est jalouse et elle dit que les siens sont mieux, et du coup, Carl Butcher, elle appelle son fils pour qu'il vienne toucher les siens. Oui, il n'y a pas de vanne, il n'y a vraiment pas de vanne dans ce que je raconte. Cette saga, c'est ça, c'est que ça. Donc il va vraiment se diriger vers sa mère. Il y a la fille qui va réussir à s'échapper. Du coup, on se dit let's go, mais attention. Il va la rechoper. Il va la mettre, la réattacher. Il va prendre les testibules du premier gars là. Il va les accrocher, les agrafer à l'entrejambe de la meuf. Et genre tout ça à poil. On voit tout. Bon, c'est artisanal, c'est amateur plus, mais c'est super bien fait encore une fois. Et ce que j'ai pas dit aussi entre temps, c'est qu'il va se couper le visage. Ce qu'il va faire il va se couper le visage avec une machette ou je ne sais quoi. Il va aussi se réagrafer le visage. Et cette scène est trop conne et trop marrante. En fait, il est trop débile dans ce 2. Le tueur Carl Butcher. Enfin, il est vraiment trop con dans ce 2. C'est l'aspect comique x 100. Tu vas là où dans le 1 c'était vachement sérieux, vachement bizarre, dans le 2 tout est déconstruit par l'humour. C'est trop con. Mais attention, c'est pas fini. Il va se retourner et il va aller faire une petite léchouille à sa maman. Ouais, c'est horrible. Voilà, une petite léchouille. Bon, vous imaginez très bien. Voilà, on arrête là. Et tout ça c'est une scène. Enfin, c'est une séquence. Hein. Tout ce que je viens de vous citer, c'est une séquence. C'est fou. Après, il va retourner à la base, il va faire un entraînement un peu à la Rocky qui est rythmé par une zik. Et entre chaque exercice, c'est une transi Windows Movie Maker, c'est excellent. C'est vraiment le slide PowerPoint, c'est marrant, c'est extrêmement marrant. Et après, il va encore se rendre pour aller buter des gens. Et là, à partir de ce moment-là, ça ne va pas arrêter. Il va y avoir des citations Vendredi 13 explicites, donc c'est-à-dire que vraiment, moi je revois des plans, c'est sûr que c'est Vendredi 13, je ne le vois pas autrement parce que je revois les mêmes actions que fait Jason. Donc il va commencer par buter 2 pêcheurs et récupérer une arme à feu, un mitaine avec une arme à feu, c'est super rare, c'est trop bien. Et il va enchaîner avec des travailleurs. Alors cette séquence est hyper divertissante, il va tous les tuer un par un. Les meurtres sont pas fous ni sanglants, mais en fait c'est l'enchaînement qui est trop bien. Genre le cadre, le décor, et il fait vachement penser à Brain Dead de Peter Jackson. Forcément tout son cinéma fait penser au cinéma de Peter Jackson, mais en particularité le 3, mais pour Brain Dead, c'est moi cette scène qui m'a fait penser à l'intro de Brain Dead quand il se fait mordre par le rat. Et bah c'est le même décor un peu chantier, même enfin ce chantier m'a beaucoup rappelé les décors qui sont les déserts, les trucs dans le genre, et ça pour moi c'est Brain Dead. En fait quand j'ai vu ce moment là, j'ai vu Brain Dead, et du coup il va enchaîner les travailleurs en les tuant un par un. Il va y avoir des ressorts comiques un peu goofy, un peu con. Lui il va être là avec sa voix de neuneu, il va dire après c'est en allemand, mais il va dire que des trucs marrants. Je les ai pas notés, mais c'est vraiment là, c'est comique, c'est totalement comique. Le film est super comique. Par instant, il va pas hésiter quand les gens sont trop loin et qu'ils arrivent à s'échapper. Normalement, dans un slasher normal, le tueur, et je sais pas, il se dirige vers le gars arrive à s'échapper. Non, là, il s'en fout, il sort le flingue, il les bute. Une fois qu'il a fini tout ce massacre qui est hyper marrant, il va tomber contre un jogger, il va commencer à se battre avec le jogger. Il y a une vraie scène de baston d'un mitaine contre un jogger après qu'il ait buté des gens au flingue. L'absurdité du truc. Et il y a des bruitages même qui sont utilisés. Alors là, ils sont très bien utilisés. On verra par la suite que il y a des fois c'est devenu un peu redondant et un peu dommage, mais là ils sont juste utilisés à ce moment là, et je trouve que ce ressort comique est vraiment trop bien utilisé. Et il va lui couper la tête et va lui dire oh t'as perdu la tête mon gars, et t'as la tête qui tombe et elle continue de parler, genre un peu à la Scary Movie, tu vois. Ah non, tu vas pas me mettre dans cette poubelle quand même. Bah là c'est exactement le même truc, je sais plus ce qu'il lui dit, mais la tête continue de parler. Et bon, on le verra, il y a un making of à la fin du film. Je sais pas comment, c'est super bien fait, je sais pas, ils ont dû foutre le corps en dessous un tas de paille et un peu déguiser, maquiller le truc, mais c'est trop bien fait. On ne le voit pas, c'est artisanal, il n'y a pas d'effet numérique, pas encore. Je sais pas s'ils ont fait du montage avec les péloches et tout. En tout cas, c'est trop bien fait. Et là, attention. Si je vous dis haute tension, vous pensez peut-être à une scène qui est un peu bizarre, et bah sachez qu'il y a la même. Il va couper la tête d'une meuf et il va se faire Tintin le paf avec la meuf, la tête coupée. Bon, en vrai, il garde son pantalon, c'est pas visuel. Il garde son pantalon, il va pas sortir l'engin. C'est pas, voilà, tu montres ça à des gosses. Putain, encore le mauvais exemple.
Bon, tu demandes ça à la daronne, elle va pas être choquée, elle va être en mode ah, c'est quoi que tu regardes? C'est bizarre, mais ça va, c'est pas choquant. C'est pas visuel, mais c'est. Il a gardé son pantalon, ça va. Et là, le malsain, heureusement ou malheureusement, va reprendre le dessus parce qu'il va bien retourner chez sa maman. À un moment, faut dormir et elle va lui raconter une histoire obscène pour lui faire dormir. Mais quand je te dis que c'est obscène, c'est vraiment obscène. Je saurais pas la redécrire parce que comme je me suis mangé toute la saga, j'ai oublié ce qu'elle lui disait, mais j'ai le souvenir que j'étais en mode mais what the fuck, mais gros, mais waouh, mais violent shit, mais c'est un rêve que je suis en train de faire. Et son rêve, bon là, c'est le moment, c'est ce que je reproche un peu à la saga Violent shit, c'est que il y a des instants, j'ai un peu du mal à discerner si je le fais d'un côté qui est totalement pervers ou si je le fais dans le but totalement distractif. Parce que son rêve, c'est littéralement lui en train d'observer une meuf qui est sur vous savez, les machines UV là-bas, Destination Finale 3, les trucs comme ça. Il est en train de l'observer. Il est en train de l'observer totalement. Et t'as Andrea Schneise qui va vraiment filmer le corps de la femme et d'une façon totalement porc, d'une façon dégueulasse, hein, on va pas se le cacher. Il y a même plus de scène, c'est, allez, on va dire 5 minutes de filmage de corps où il y a des bons gros zooms sur son entrejambe, mais on voit tout parce qu'elle est nue. Et c'est moche, ça sert à rien. C'est là où je me dis, bon, c'est les failles de ce Violent shit, c'est un peu pervers des fois, hein, mais bon. Après, il faut qu'on va mettre ce plan de côté et on va se réveiller en même temps. On va se réveiller parce que nous aussi on faisait un rêve, on disait mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Et on se réveille en même temps que John Carl Butcher, on se dit waouh! Ah, j'ai dit John Carl Butcher, je vais faire que le dire, Mais toujours est-il qu'on se réveille en même temps que lui. Et c'est parti pour un massacre au flingue. Ça, c'est un massacre au flingue qui va se passer dans un cinéma. C'est trop bizarre comme scène de massacre parce que c'est... Je sais pas, la façon dont c'est filmé, je sais pas ce qu'il veut nous dire parce que ils sont en train de le huer et il y a des sortes de ralentis et de... j'ai plus la scène exacte en tête, mais je sais que quand je l'ai vu, je me suis dit, ça veut forcément dire quelque chose. C'est pas anodin de faire un truc comme ça, même si après tout ce que tu m'as fait, ça veut forcément dire quelque chose. Et là, il bute tous les gens de la salle au flingue. Je suis en mode, mais waouh! Et en fait, j'ai l'impression toujours d'être en mode, mais waouh! En même temps, c'est... Pourquoi faire? On rappelle qu'à la base, on est sur une enquête journalistique et on finit dans un cinéma. On n'a plus de nouvelles du journaliste. Et on finit dans un cinéma avec John Carl Butcher qui bute tout le monde, sans aucun sens. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de scénario. Et quand il va revenir, il y aura sa daronne qui est décapitée. Et forcément, ça va carrément nous faire penser à Vendredi 13 partie 2. Et sa daronne est décapitée. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est fin du film, retour sur les journalistes pour boucler ce semblant de scénario, et générique du making of. Bah, générique plus making of, pardon, excusez-moi, c'est parce que je viens de dire une note. Mais t'as le générique qui se fait en même temps que le making of. Faut savoir que le générique c'est des vagues. Je suis en train de mimer, mais vous voyez pas. C'est des vagues avec les noms comme ça. C'est la première fois que je vois un générique comme ça, c'est énorme. Et c'est entrecoupé de making of du film, donc notamment la scène de la tête coupée dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez bien réussie. Et fin de Violent shit 2. Fin de ce film. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce Violent shit 2? Bah, c'est difficile en fait parce que il a une place entre un 1 qui est un ovni total, succès niche de fou mondial, et un 3 qui est cultissime quand même, qui est cultissime et qui fait entièrement partie du succès de la saga. Et t'as ce 2 qui va essayer de se frayer une place. Il y a toujours rien qui va, mais il y a quand même un semblant de scénario. Quand je dis semblant de scénario, c'est un vrai semblant de scénario. Il n'y a pas d'acte à proprement parler, il n'y a pas de structure, il n'y a que dalle. Il n'y a pas d'incident déclencheur, il n'y a pas de climax. Ça commence avec des Japonais qui se battent et ça finit avec des journalistes qui disent « Oh non, on s'en branle de cette histoire parce que c'est trop glauque. » Il n'y a vraiment que dalle, mais tu sens cette envie de quand même essayer de raconter quelque chose... Cette envie de faire plus que le 1, cette envie d'aller encore plus loin, référencer les choses, aller encore plus loin dans ce qu'il essayait de faire avant, aller encore plus loin dans l'imagination, aller encore plus loin dans la mise en scène. Ça sent en vrai un vrai amour du cinéma. Là où dans le 1, c'était juste un pur délire entre potes totalement, et de vouloir mettre en scène des trucs choquants. Dans le 2, il y a cet amour du cinéma avec plein de citations. En vrai, ça a quand même une vraie place de slasher, on va pas se le cacher. Et je pense qu'André Schneise, il avait vraiment ce besoin de faire un slasher, parce que ce qu'il avait peut-être pas réussi à faire dans le 1, il a réussi à le retranscrire dans le 2 en étant un vrai slasher. Et il a peut-être aussi voulu il calmos le jeu sur ses scènes hardcore en ajoutant ce ressort comique qui va venir totalement déconstruire chaque scène hardcore, parce que c'est marrant en soi ce qui est en train de se passer. C'est encore une fois, tu prends l'exemple de tu montres ça à des gens qui sont pas initiés, ils vont être en mode on rigole, c'est un peu un brain dead, un bad taste, c'est un Peter Jackson. Vraiment, cet humour vient totalement déconstruire le tout. Peut-être qu'il s'est rendu compte que j'allais dire un gros mot, premier film, c'était un gros mot de film de détraqué, et il a ajouté ce ton humoristique pour
pour dédramatiser la chose, je ne sais pas, je suis en train de théoriser. Mais en tout cas, voilà, le ressort comique mélangé à ce côté slasher, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver. Enfin, le ressort comique, on va le retrouver un peu partout dans sa saga, mais le côté slasher, c'est très important. Et là, c'est cité, c'est là, c'est Violent Sheet 2, et c'est important pour cette saga. Alors, j'ai pas trouvé trop de retours sur ce qui s'est passé après la sortie de Violent Sheet 2, c'est-à-dire que comment les gens ont apprécié le film, mais au vu de ce que c'est devenu, c'est-à-dire un film culte, je pense que ça a été des retours positifs, et en tout cas ça a permis dans la foulée à Andreas Schneise de réaliser Violent Sheet 3 en 1993, soit un an après la réalisation de Violent Sheet 2, donc je pense que ça a marché. Alors pour Violent Sheet 3, j'ai pas trop d'infos sur le tournage non plus, je sais juste qu'il y a eu une galère budgétaire qui va empêcher le film de sortir tout de suite, ça va sortir quelques années plus tard. Et du coup, après ce tournage de Violent Sheet 3, Andreas Schneise il va réaliser Goblet of Gore. Donc, ce film, c'est trop débile. C'est un calice viking, donc une sorte de coupe viking qui est maudite et qui va faire des gens se buter. Enfin, je sais pas comment. Voilà, je l'ai trop mal décrit. Alors, j'ai pas trouvé ce film malheureusement. Les films d'Andreas Schneise sont assez durs à trouver mine de rien, mais il a l'air bien trash. Je crois que c'est un des plus trash de Andreas Schneise à vérifier. Enfin, bref. Après ce film, il va faire l'acteur à droite à gauche et on va arriver en 1999, soit 6 ans après le tournage de Violent Sheet 3, pour enfin le montrer au monde entier et montrer ce qu'est Violent Sheet 3 Infantry of Doom, ou alors Violent Sheet 3 Infantry of Doom, peut-être un peu plus sensé. Encore une fois, et comme pour chaque opus de la saga, c'est un gros morceau. Mais je pense que celui-là, c'est un des plus gros morceaux parce que moi, un de mes films préférés d'horreur de tous les temps, c'est Bad Taste. Et ce film, c'est clairement une ode à Bad Taste. Et on va le voir. Une ode au n'importe quoi. J'adore le n'importe quoi. Enfin bref, qu'est-ce que ça raconte ? Eh ben, notre plot wiki nous l'informe. Un groupe d'amis se perd en pleine mer et atterrit sur une île sous la domination de Karl et Karl SR. Les mercenaires masqués de Karl les traquent, mais les deux frères ninja vengeurs interviennent. Les deux groupes rassemblent les armes qu'ils trouvent et affrontent le tyran, son père et leur infanterie du destin. Et rien qu'au plot, on peut comprendre que ce film est génial. Alors, il va s'ouvrir sur un bateau qui est littéralement sans essence. Je ne sais pas pourquoi. Et t'as 3 gaziers qui vont être perdus. Le bateau, il a pas d'essence et du coup, ils vont s'échouer sur une île qu'ils vont mentionner comme l'île du docteur Moreau. Bien sûr, c'est une super référence, pas du tout cachée. Et les 3 gaziers là, ils vont être tellement drôles pendant le film. Je veux dire, ça va être les gars chill, les gars pas paniqués. Genre soit c'est les pires acteurs du monde, soit ils sont tellement bien dirigés. Alors cette île qui est appelée l'île du docteur Moreau par un des 3 gaziers, elle est dirigée par 3 personnes. Dans un premier temps, elle est dirigée par Carl Butcher Jr., notre fameux mitaine. Ensuite, c'est son père, enfin il est avec son père qui est Carl Butcher le premier, donc ça montre que les films ne sont pas liés parce qu'il est mort dans le 1. Il est aussi dirigé par le docteur Sénus, qui en vrai c'est Tonton le H, il n'y a vraiment pas de vanne, il a une moustache à la Tonton le H, il fait des expériences trop bizarres, un peu à la Philosophy of the Knife. Je viens de sortir une rêve ténébreuse. Mais c'est clairement ça. Bon, nos 3 gaziers, eux, ils vont se faire capturer. Ils sont toujours pas paniqués. Il y en a un ils sont capturés, ils ont les mains dans le dos et il y en a un qui dit « Oh, wow, this is blood !» C'est trop marrant. À ce moment-là, on a l'arrivée de notre Carl Butcher Jr. et son daron qui arrivent en légende. Vraiment, ils arrivent en légende. Il a trop changé, Carl Butcher Jr. Il change à chaque film. Vous allez voir, donc là, dans ce film-là, c'est plus le neuneu du 1 et c'est plus le mec trop bizarre. Enfin, c'est plus le neuneu du 2 et c'est plus le mec trop bizarre du 1. C'est un chef de secte. Il y a plein de zigotos qui ont son masque, et c'est les mêmes qui ont capturé d'ailleurs nos 3 gaziers et qui sont sous ses ordres. En fait, c'est un gourou. Et là, notre Carl Butcher Jr. en légende, il va nous faire un discours mais d'une longueur interminable. Donc c'est plus le neuneu, c'est un intelligent. Enfin, ce qu'il dit, c'est pas forcément intelligent. J'ai peur des trades, franchement, parce que les trades, c'est des fans trades, je ne sais pas d'où ça sort. Mais en tout cas, si on en suit les trades, c'est trop débile ce qu'ils racontent. Mais en vrai, c'est envoûtant, c'est un bon gourou. Franchement, moi, je donne ma thune à cette secte. Pendant que Carl Butcher Jr. fait son discours, il y a des cages thoraciques qui sont arrachées au crochet. Et ça, c'est un peu cette vibe Hellraiser crochet, mais c'est super bien fait parce que t'as le gars qui est toujours en vie, t'as sa cage thoracique qui s'enlève
et on voit l'intérieur de son corps pendant qu'il est en vie. Ils ont un peu step up niveau FX, je vous le dis, et c'est toujours artisanal, hein, bien évidemment, zéro effet numérique, on est en 93 le jour du tournage, j'espère que vous suivez. De l'autre côté, on a Tonton le H qui... Non, je vais quand même dire Sinus parce que Tonton le H, ça peut... Ouais, il y a Doc Sinus. Bah, je vais dire Tonton. On va l'appeler Tonton. Bah, Tonton, il continue ses bails Bresson, lui, de son côté. Donc, c'est un aspect qui est très snuff, qui est très Guinea Pig. Hein. On a des têtes qui bougent. On sait pas trop sur quoi il bosse, mais on se devine un peu. On a des têtes qui sont arrachées, qui continuent de bouger. C'est vraiment effet spéciaux à la Brain Dead, mais effet spéciaux à la Brain Dead bien fait. Et ça, c'est un super compliment que de dire ça à un film qui a zéro budget, qui se tourne je ne sais où... à côté d'Hambourg. Excusez-moi, il y avait une mouche, mais je voulais dire que je faisais un super compliment en comparant ça à Brain Dead parce que les effets gore sont super bien faits et que j'ai trop les boules de ne pas avoir trouvé de making of, de voir comment ils s'y sont pris. Andreas Schneider, il a gardé ça pour lui et donne-moi, je devrais choper le DVD, mais dans le DVD doit y avoir des trucs comme ça, mais il y a le making of de Violent Cheat 4. On y reviendra, ils sont défoncés sur le machin. Bon, malheureusement, pour nos 3 gazés, il y en a un qui va mourir, mais heureusement pour nous, c'est une tête, elle va être arrachée avec des crochets, et donc il y a la peau du visage qui va partir comme ça, et on va avoir le droit à son squelette avec les yeux qui restent, donc ça me fait extrêmement penser forcément aux aliens de Invasion Los Angeles de John Carpenter, mais je veux dire, pour que vous ayez l'image en tête, c'est vraiment ça, mais un peu plus trash, un peu plus trash, donc voilà, il y a les yeux qui restent, il y a le crâne qui est là, on est là, ça aère, on fait respirer les pores. Et à ce moment-là, notre Carl Butcher, qui a le junior, qui a le cœur sur la main, libère les 2 autres et fait une chasse à l'homme, très clairement. Donc ça va permettre à Andreas Schneider d'évoquer la chasse du comte Zaroff. C'est un film qui lui tient extrêmement à cœur et ça va lui permettre de l'évoquer à ce moment-là et ça va confirmer un peu cet aspect survival du début parce qu'on avait du mal un peu à genrer le film. On s'en fout, on commence à être habitué, mais c'est cool de pouvoir poser un genre sur ce qu'est ce film qui va changer à peu près tout le temps en fait. Et nos deux gars, ils vont se barrer, ils vont faire la rencontre de Bridé. Alors là, je ne suis pas raciste, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et en réalité, il s'appelle Léon, c'est un ancien soldat de notre cher ami Carl Butcher Jr. qui s'est révolté parce que il a vécu un traumatisme avec lui, ce qui va nous offrir un flashback. Et ce flashback va nous offrir, lui, à son tour, notre premier... En effet, nous avons donc 2 femmes qui sont enchaînées à la barbe bleue, dénudées, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Et à ce moment-là, t'as un scorpion trop bizarre en stop motion. Alors, il a fait de la stop motion. C'est fou de se dire ça, genre... T'as une vibes qui est totalement splatter et tu viens de permettre de faire un truc à la stop motion, pardon, dans ton film, une sorte de petit lézard. Tu prends le temps d'y mettre de la vie là-dedans alors que ton film c'est totalement autre chose de base. C'est génial. Je fais que de dire ça, mais cette saga est totalement géniale. Et donc ce petit scorpion en stop motion va littéralement s'introduire dans l'entrejambe d'une des filles. Bah bien évidemment, punaise, tu nous fais un super truc en stop motion et tu viens le dégrader dans un... Oh, man, réfléchis un peu de bon sens. Je pense sincèrement qu'il est pervers. Voilà, il faut le dire, maintenant, on dit les termes, c'est un gros pervers. Et c'est cette expérience traumatisante qui va pousser Léon à fuir et à rencontrer du coup nos 2 gaziers qui sont chill, qui sont plus que 2 maintenant parce que l'autre est mort. Rest in peace. Mais du coup voilà, ils vont se construire ensemble des lances artisanales qui vont leur permettre de buter de garde et de s'enfuir encore plus loin. Il y en a un, je sais pas pourquoi, il est puni par Carl Butcher Jr. sûrement parce qu'il les a pas chopés, mais dans ce cas-là, Carl fallait pas les engueuler parce que, fallait pas les laisser partir. C'est toute la richesse du scénario de Andreas Schneider finalement, vous êtes en train de me dire. Et là, attention, il va lui mettre un crochet dans le et il va remonter pour arracher sa colonne vertébrale avec. Et cette scène est hyper connue, je vais pas le cacher. Vraiment, arracher une colonne vertébrale de par le trou d'en bas, c'est quand même assez original. Faut saluer la performance artistique. À des moments, je veux bien qu'on soit en train de dire qu'il y a des fois c'est un peu limite. Là, c'est marrant. Nous sommes de retour avec nos 2 compagneros accompagnés de Léon. Et à ce moment-là, ils sont en train de marcher dans la forêt, t'as une main qui sort de terre. Alors je me dis, oh là, zombie, parce que faut savoir que notre Andreas Schneider est un grand fan de zombies, il a fait Zombie 90 juste avant, et il a toujours été un fan de zombies, il l'a dit dans plusieurs fois au long de sa carrière, et ça colle aussi avec le fait que le film aux États-Unis s'appelle Zombie Doom, en Amérique du Nord je pense qu'il s'appelle Zombie Doom aussi au Canada, donc il s'appelle pas Violent Cheat 3 mais Zombie Doom, je pense que c'est pour attirer plus de gens, et ça fait écho justement avec Zombie Doom. Du coup je me dis mais ça veut dire qu'il va y avoir des zombies, et oui, parce qu'en fait c'est des super soldats de tonton le H. Et du coup, des super soldats zombies de Tonton le H nous donnent une super baston entre eux.
entre les 3 gaziers et les omblards, quoi. Et à ce moment-là, t'as même 2 autres ninjas, je ne sais pas d'où ils sortent, apparemment c'est 2 anciens collègues de Léon, qui les rejoignent, et t'as une bataille entre des ninjas zombies, t'as une bataille entre des zombies et des ninjas, pardon. Oui, oui, tout simplement ça. Au milieu d'un survival, t'as une bataille entre des zombies et des ninjas, mais c'est génial! C'est génial, et là, tu commences à sentir les influences Bad Taste. Quand tu vois les ninjas arriver, tu dis, c'est les suprêmes commandos de Bad Taste, tu commences à ressentir. Ça arrive tout doucement. Il y a nos 2 gaziers qui se barrent et qui abandonnent. Non, ils n'abandonnent pas Léon, je crois qu'ils décident juste de se séparer. Il y a Kung Fu Team, qui est l'idée justement par Léon, qui se bat toujours contre les omblards. Et nos 2 gars, ils vont se barrer, très clairement. Sauf que les pauvres, ils vont se faire buter par. Enfin, non, ils vont pas se faire buter par 2 gardes. D'abord, ils vont buter 2 gardes, mais ils vont se faire prendre en embuscade par des mecs qui sortent de l'eau. Et la scène est super bien faite. Genre, il y a des adhérents de la secte de notre Carl Butcher avec le masque et tout qui sortent de l'eau et qui vont choper nos 2 gars. Il y en a un qui va se faire couper la tête en 2 et l'autre le corps en 2. Voilà, référence au 1 avec le plan qui était super bien fait, on en parlait. Et là toujours on se permet de mettre ce plan large et de continuer de faire parler l'autre gars comme si c'était normal et comme si notre film avait quand même un plus gros budget. C'est fou, c'est fou. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, dans ce cas-là, fallait pas t'engager, mais t'as un garde qui vomit, et le vomi est super bien fait, genre, il est long. Je comprends que tu puisses mettre du liquide dans ta bouche, mais en mettre autant, je sais pas comment ils ont fait, ça sort vraiment de sa bouche. Genre, c'est vraiment niveau Triangle of Sadness pour ceux qui ont vu, la Palme d'Or 2022. Donc, on a nos 2 corps qui finissent en charpie. Tonton, il est pas content parce qu'il fallait ramener les corps propres pour en faire des super soldats zombies. Donc, forcément, on punit les soldats. C'est risible, c'est super marrant. On a ensuite Léon et la Kung Fu Team qui sont avec une musique qui est à mon sens un poil raciste, qui vont se battre contre des démons noirs finalement. Ils sont venus à bout des zombies, des super soldats zombies, donc il y a des démons noirs qui arrivent. C'est vraiment le titre, enfin genre, je veux dire dans le synopsis c'est ça, c'est des démons noirs. Et là, ce fight, il est trop bien. Il y a une vraie choré. Elle est lente, mais il y a un vrai fight. Je veux dire, une vraie choré. En vrai, il y a chaque coup qui est chorégraphié, qui est pensé. C'est un peu long, mais ça a le mérite de pas overcutter, de pas faire des plans serrés. Vraiment, c'est des plans d'ensemble avec les mecs qui se battent. Et ça, c'est trop bien. Enfin, franchement, ça, bon, j'allais dire, ça balaye plein de scènes d'action de maintenant. Mais vas-y, j'abuse. Faut que je boive de l'eau. J'abuse totalement en disant ça, mais c'est super cool. Mais du coup, les ninjas, ils vont gagner, forcément, ils vont gagner, sinon il n'y a pas d'histoire. Sachant que c'est nos nouveaux personnages principaux, les 2 autres zigotos sont morts. Donc les ninjas vont gagner. Il y a même un démon qui est coupé en 2 à un moment. Cette scène est hyper cool parce que t'as un démon qui saute sur une lame et il se fait couper en 2 et on le voit vraiment, il se fait couper verticalement en 2. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau de step up comparé au 1 quand ça parle de scènes un peu graphiques et FX. Il est trop fort, hein. Il est trop fort, Andreas Schneise. Forcément, ils tabassent les démons. Les ninjas tabassent les démons, c'est énorme comme phrase. Les ninjas tabassent les démons, ils chopent leur skin pour se changer, et là on le sent venir, le Bad Taste. Hein. Surtout que après ils vont choper des mitraillettes pour bombarder le corps ennemi, et donc là c'est forcément la bataille finale de Bad Taste. Et c'est génial parce que c'est à la sauce, Andreas Schneise, ça va reprendre des inspi de partout, de tout ce qu'il a aimé, des zombies, des trucs, bah forcément ça cite Bad Taste, ça cite des combats artistiques, des combats de ninja, ça envoie partout, c'est trop génial, ça, vraiment, il bombarde le camp ennemi. Et c'est du Bad Taste pur et dur. Et je pense que c'est même cité à un moment parce que tu le vois, il met une lance dans une roquette dans un lance-roquette, forcément. Enfin, il arme le lance-roquette. D'ailleurs, la roquette, c'est une vieille gourde, c'est trop marrant. C'est la même scène, c'est le même plan où il met ça. Alors, soit c'est parce qu'il n'y a pas 10 000 plans possibles pour soi, soit c'est totalement cité. Voilà, donc ça, c'est théorisé. Et en vrai, c'est un gros carnage qui reste lisible. T'as même ce running gag à un moment t'as plein de têtes qui volent dans tous les sens et t'as des mains qui sont là affolées, qui cherchent leur tête. Et c'est un running gag qui apparaît souvent dans le film et c'est trop marrant. Enfin, c'est un combat qui marche. Ça a pas de sens. Par contre, ça a vraiment pas de sens. Mais c'est génial. Donc le combat, je vais pas trop le détailler parce que je vous laisse aller le voir. En vrai, il est tellement bien. Il est tellement bien que je vous laisse découvrir ce truc. Mais Léon meurt. Oh waouh, je vous laisse découvrir le truc et je vous spoil. Mais après, est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu de Léon? Donc, notre deuxième personnage principal meurt. Après nos 3 gaziers, Léon meurt. Bah dis donc, ça fait beaucoup de personnages principaux. Et t'as Carl et Carl Jr. qui se font la malle. Mais ils sont suivis par nos super 3 ninjas qui sont déguisés en démons. Pour s'infiltrer. Et là, t'as un ninja guillotine qui arrive avec une sorte de scie
de scie circulaire mais trop bizarre, enfin je ne saurais pas comment la décrire. Ils se battent, enfin les ninjas déguisés en démons viennent au bout du ninja guillotine, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de raconter. T'as Karl le daron qui invoque un robot avec un masque de hockey un peu à la tueur de Bloody Murder, je sais pas si vous voyez, c'est un sous-vendredi 13 qui est sorti en 2000, donc c'est sorti après, mais il a le même masque que le tueur de Bloody Murder. Les ninjas viennent à bout du robot, ils lui arrachent le bras. D'abord ils arrivent à tuer Carl Butcher Jr. En lui mettant une grenade dans la bouche, genre vraiment je crois que c'est bien ça, il y a la main qui lui sort de la bouche avec la grenade dans la main, il la tient et après il l'enfonce dans sa bouche, enfin c'est n'importe quoi. Il tue Carl Jr. Et après il arrive à tuer le daron avec le fameux lance-roquette qui est pour moi une ref évidente à Bad Taste. Et ils sont trop contents, les deux ninjas se font un check du ventre et c'est la fin de la trilogie, littéralement il y a écrit End of the Trilogy. C'est allé un peu dans tous les sens cette dernière description, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. En vrai, je trouve que comment on a résumé le film, enfin comment j'ai résumé le film, c'est tellement représentatif de ce qu'est réellement ce film. En vrai, c'est un bordel général à tous les niveaux, et ça, bon, déjà on a pu le voir avec cette description, mais même d'un point de vue technique, notamment le fait que certaines scènes ont été tournées au numérique et d'autres avec une caméra Super 8, donc t'enchaînes des plans qui sont ok tir, bon, dégueulasses en vérité, à d'autres plans qui sont surexposés et éclatés et encore plus dégueulasses, mais ça rend quelque chose qui n'est pas homogène, mais qui a son charme, tout ça qui est mélangé dans un montage pas ouf, alors que je pense le montage, c'est soit qu'il est vraiment très nul en montage, Andreas Schneise, mais je ne pense pas, ou c'est soit que en fait il y a tellement pas eu de découpage et de préparatifs à l'avance concernant la réalisation et la mise en scène que il essaye de rattraper les pots cassés au montage, et ce qui rend un montage pas ouf, mais en fait il peut pas faire mieux. D'un point de vue technique, c'est totalement aux fraises. Après, on peut pas lui en vouloir parce que t'as tout l'aspect FX avec les caches thoraciques, le côté gore et tout qui rattrape mais largement le truc. Trop bien. Après, d'un autre côté, t'as le scénario qui est pareil que le 2, hein. C'est des bribes d'histoire un peu, un peu aléatoires en vrai. Ça change 3 fois de perso principal. T'as d'abord les 3 compañeros, ensuite t'as Léon, et après t'as les 2 ninjas. Enfin, y a même pas de personnage principal, pardon, et Karl le boucher qui est un peu le main character de cette saga. Ici, il va être encore différent des 3 autres. C'est-à-dire qu'il va être sur sa planète, ça va être un chef de secte qui doit faire les discours pour motiver les troupes. Mais au final, on le voit presque pas dans le film. Et c'est pas le personnage le plus important. Là où il est le plus important, ça va être dans Violent Sheet 2. Dans le 3, il commence déjà à être un peu annexé. Il commence à... il est là parce que faut vendre, c'est la tête d'affiche, mais en soi, c'est juste un prétexte, c'est un gros bordel ce film. Et c'est un gros bordel qui est génial et en vrai qui est plein de volonté, tu vois. Et là c'est la vraie, j'ai dit tu vois la gazo, j'aime pas quand je fais ça, mais c'est la croisée des genres. Là on parlait dans le 1 un semblant de croisée des genres, et ben là on va le retrouver. Il y a du survival, il y a du film de zombies, ça passe au film d'arts martiaux, film d'action, film de guerre en se privé, en fait ça passe du tout au tout. Et en plus dans ce film il y a une vraie bande originale qui vient sublimer le tout. Genre il y a un vrai compositeur qui s'appelle Gregor Adolf Arts, qui est venu composer une vraie BO, une vraie soundtrack pour le film, enfin des vrais soundtracks, et c'est cool. Et donc ce Violent Sheet 3 qui vient terminer la trilogie et qui la termine vraiment, qui la termine en beauté. Ce 3, il conclut parfaitement cette trilogie en explosant tout, en mettant tous les curseurs au plafond. En vrai, je peux que vous inciter à voir cette première trilogie, enfin à voir la saga tout entière, bien évidemment. Le Violent Sheet 4.0 est vraiment cool, mais ça marque vraiment la fin de la trilogie. Écrit End of the Trilogy, je pense peut-être qu'Andreas Schneise n'avait pas prévu de faire d'autres films Violent Sheet à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a peut-être voulu tourner une page, et on va le voir plus tard parce que il va vraiment s'affranchir un peu de ça et aller voir ailleurs. Ce VS3 il va servir de pivot dans la carrière de Andreas Schneise parce que en 1999 il va avoir un certain succès, et ça va lui permettre à Andreas Schneise la même année d'aller voir de nouvelles horizons. Alors pas de changer de registre, mais de changer d'approche entre guillemets, parce qu'il va en 99, du coup la même année de sortie de VS3, il va faire le remake d'Anthropopagus. Donc c'est un film d'horreur italien de 80 de Joe D'Amato, et ça va permettre à Andreas Schneise de rendre hommage à Joe D'Amato, donc ce réal italien, ce grand réal de films d'horreur italien, avec justement ce remake qui s'appelle Anthropopagus 2000. Donc là où l'original c'est Goose GUS, là c'est Goose GOUS. Voilà. Et
extrêmement marrant, et 2000 parce qu'on rentre dans les années 2000, c'est un peu génial. Donc ça raconte l'histoire d'un monstre qui est sur une île grecque et qui fait des massacres. Alors ce film est particulièrement violent. J'ai regardé des extraits. J'ai pas trouvé le film entre guillemets parce que j'attends de l'acquérir parce que Uncut Movie l'a éditionné en DVD chez eux. Donc je pense que je le choperai là-bas. D'ailleurs Uncut Movie, gros merci à eux. Je sais pas s'ils vont écouter ce truc et tout, mais c'est fou. Je sais ils ont éditionné Violent Shit en VHS tard l'époque, et ils continuent d'éditionner plein de films qui seront peut-être traités justement dans ce podcast. Et je voulais remercier Uncut Movie de nous partager des films comme ça. Mais toujours est-il qu'ils ont éditionné Anthropophagus 2000, donc j'aimerais bien le trouver à ce moment-là. Mais je sais que il est assez gore. J'ai vu des extraits. Il y a totalement une ref à Ruggero Deodato. La scène du pic de Cannibal Holocaust, elle a été reffaite dans Anthropophagus 2000, et ça c'est assez fou parce que cette scène avait tellement choqué à l'époque qu'il avait dû prouver par A plus B comment il avait fait avec une selle de vélo et tout, Deodato, pardon, je confonds tout, je dis toujours Dadateo au lieu de Deodato. Enfin bref, là n'est pas la question. Il avait dû justement justifier au tribunal comment il avait fait cette scène du pic. Il l'a refaite et je l'ai vue, elle est super bien faite. Et là, ça prouve encore une fois qu'Andreas Schneise, c'est un monstre. C'est un monstre du cinéma. Bon, Anthropophagus 2000, ça va pas être le pivot ultime de sa carrière. C'est plus en 2001 où il va commencer à avoir une vision plus américaine du truc. Il va se dire qu'il faut commencer à réaliser ses films en anglais s'il veut plus de visibilité, sachant que Zombie 19 il est risible à cause de sa version doublée en anglais. C'est donc en 2001 qu'il va réaliser Demonium, donc c'est un film d'épouvante qui est dans un château. C'est son premier film en 35 mm et qui est entièrement réalisé avec des acteurs professionnels et anglais. Bon, ça c'est ce qui est dit sur le site, mais j'ai des échos. Non, en vrai, j'ai vu sur certains sites que c'était vraiment un peu le bordel pour tourner son film, qu'il y avait des interprètes dans tous les sens, mais ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un petit regard vers l'exportation, un petit regard ouvert à tout le monde, et ce film Demonium en est le premier point de départ. Pendant ce temps, notre cher Andreas Schneise, lui, va continuer à avoir des petits rôles à droite à gauche parce qu'il faut bien payer, faut bien se faire payer. Il va notamment jouer dans Fog 2, je ne savais pas que ça existait, je crois que c'est juste une vidéo et c'est pas un film, enfin il faudrait que je me renseigne là-dessus. Et ce qui va l'emmener en 2003 où il va réaliser Nikos the Empaler. I don't know! Neither of us know. We told you everything. The people in the gym, the movie theater, the bar. If I didn't know better, I'd say this guy was a wizard. What? A wizard, like that Larry Potter kid. You'd have to have something pretty wicked up your sleeve to pull Alors all this attention, shit tapez off. pas Nikos the Empaler traduit sur internet parce que ça fait Nikos l'empaleur et je vous dis pas sur quoi vous allez tomber. Visiblement c'est Nikos qui empale et il empale vachement bien, mais voilà. Si vous voulez faire attention, tapez Nikos the Empaler. Enfin bref, toujours est-il que Nikos the Empaler raconte l'histoire d'un ancien tueur roumain qui est ressuscité dans un musée et en gros ça va être un massacre. Faut savoir que c'est le premier film américain de Andreas Schneise et il a entièrement été tourné dans New York City. Ça c'est quelque chose de super rare de tourner à New York. Faut le faire, les autorisations et tout. Et il a un budget de $40,000. Alors pour que vous vous rendiez compte, $40,000 à l'échelle d'un film de tous les jours, c'est vraiment que dalle. Surtout d'un long métrage, $40,000 c'est rien du tout. Même d'un court métrage, c'est le budget d'un court métrage en France. Enfin 40 000 euros, c'est le budget d'un court-métrage en France. $40,000, c'est rien, mais pour ce genre de production, c'est quand même énormément. Il faut savoir que à ce moment-là, on va dire que la Troma, elle est descendue autour des 500 millions après s'être cassé la gueule dans les fins 90. Donc, elle doit tourner autour des 500 millions, j'ai dit. Elle doit tourner autour des 500 000, sachant que maintenant, elle tourne autour des 250 000. Donc, pour un gars qui part de Violent Shit et qui arrive et qui fait que des budgets à 2-3 000, il faut savoir que $40,000, c'est énorme, surtout dans New York City, c'est énorme pour ce genre de film. Pour ce genre de film, c'est vraiment beaucoup, sachant que des films indépendants comme ça, c'est la Troma qui sont au max et qui tournent à 500 000 comme je viens de le dire. $40,000, c'est beaucoup. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Alors pourquoi on va revenir sur ce film ? Parce qu'il est important pour comprendre la façon de fonctionner de Andreas Schneise et son évolution. Alors ce film, il s'américanise de fou furieux en fait. Déjà c'est super rare de tourner un truc dans New York City, donc il faut que ça soit carré. T'as un découpage théorique qui est simple mais qui fonctionne. Le film est largement moins gourmand en création, il est moins gourmand en tout ce qui va être FX, mais
C'est un film américain. AD, j'ai écrit AD sur mes notes, excusez-moi, mais c'est parce que c'est Andreas Schneise. Il parle de développer le storytelling en interview, mais en vrai, ça rend son film totalement plus sobre. Genre, la plupart des scènes de meurtre, ça va être des têtes qui sont coupées. On va toujours retrouver, bien évidemment, sa patte un peu grossière, mais ça va perdre largement en charme. Tu vas retrouver des éléments qui sont bien propres à lui, comme par exemple des gros plans dégueux sur une meuf dans une douche. On va aussi avoir Tonton le H qui va être ressuscité, et on va apprendre que c'est Nikos Diampaler, justement le tueur du film, qui l'a créé. Mais en vrai, cette patte grossière, qui est toujours marrante, elle est trop mal entourée et mal ancrée. Je veux dire, le scénario, là, pour une fois, on va dire le scénario dessert l'histoire. C'est fou de dire ça. C'est fou de dire, arriver à un point où se dire que le scénario dessert l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité, mais c'est le cas ici. Là où c'était génial, où on s'en foutait du scénario, ben ici, en fait, l'américanisation de son cinéma, ça fait perdre toute valeur. Et pour moi, ce film va venir se ranger dans la case des films des séries Z et où on s'en fout. En fait, c'est des films américains, comme j'en ai vu des milliers. C'est là où tu vois qu'Andreas Schneise, les limites qu'il peut avoir, parce que tu as des gros génies qui ont commencé tout en bas à faire des films de génie et qui arrivent à faire des films de génie tout en haut avec gros budget. C'est possible. Apparemment, c'est pas le cas d'Andreas Schneise. On lui donne un budget de 40 000, malheureusement. Je sais pas, j'étais pas sur le tournage, je sais pas ce qui a pu se passer, mais le film est vraiment... Arr. En vrai, ce film veut se jouer de la trauma, mais c'est un mauvais trauma. D'ailleurs, il va persuader Lloyd Kaufman de venir sur son tournage en caméo, ce que Lloyd Kaufman va accepter parce que Lloyd Kaufman, il a toujours intérêt à faire des trucs comme ça, c'est sa façon de fonctionner. Et ça, dès qu'il peut faire de la pub et tout à la trauma, il le fait. Il y a même Debbie Rochon en caméo. D'ailleurs, pour l'anecdote, Debbie Rochon, elle s'est fait opérer la main une deuxième fois juste avant le tournage. Du coup, elle avait un plâtre et elle l'a peint en noir pour que ça aille avec sa tenue, pour que ça aille avec le décor. C'est un peu marrant. Et du coup, on va retrouver Lloyd Kaufman et Debbie Rochon dans un caméo à Long Island dans le 112 Video World. Attention, qui n'existe plus maintenant. Ça c'est de l'anecdote incroustillante que je vous donne. Et ils vont se faire buter, ils font de la promo. T'as Lloyd Kaufman avec un t-shirt zombie surf nazi. Et ils se font buter les deux, mais ils font de la promo en même temps pour la trauma. Enfin, Lloyd Kaufman, Lloyd Kaufman, quoi. Lloyd Kaufman, dès qu'il faut faire du shit, dès qu'il faut ça rentabilise, la trauma, il faut en même temps, c'est logique. D'ailleurs, t'as Lloyd Kaufman qui dira dans une sorte de petite vidéo, qui dira que son préféré c'est Valence Sheet 2. Voilà. Et du coup, ce film pour moi, c'est un peu le début de la décadence de Andreas Schneise, malheureusement, parce qu'en fait, il est plus dans son élément et il ne fait plus ce qu'il pouvait faire. En fait, c'est la touche qui fait passer ses films de petits bijoux à films Z au tier. On s'amuse moins, c'est moins bien, c'est totalement moins bien. Et par la suite, en fait, il va continuer. En 2006, il va faire un autre film de zombies, donc il y a toujours son envie de faire des films de zombies qui va s'appeler Don't Wake the Dead. C'est un film de zombies avec des effets numériques pack fond vert. Et quand on commence à toucher au pack fond vert alors que tu as fait du FX toute ta vie, à te débrouiller avec 2-3 jets de sang et faire des films magiques, et là tu commences à toucher au pack numérique, c'est chiant. Forcément, tu évolues avec ton temps, tu veux tester, c'est cool, mais ça fonctionne pas sur ces films. J'ai pas vu Don't Wake Dead parce qu'en fait le film me donne pas envie, mais en fait je m'en sers de tremplin pour les effets numériques parce qu'en 2009 il va réaliser le film Unrated. Oh no, that is too much. What the fuck is this? Alors ce film Unrated, on va revenir un peu dessus, je me le suis mangé, on va se le manger un peu. Il le co-réalise avec Timo Rosso, qui est un autre réal allemand un peu plus jeune. J'ai galéré à trouver des interviews de lui, parce que dans chacune de ses interviews c'est en allemand, il n'y a pas de sous-titres, ou alors les sous-titres sont foireux, ils veulent rien dire. C'est des sous-titres automatiques IA qui veulent rien dire. Et du coup, je m'en remets un peu à sa page Wikipédia américaine, et allemande, donc il a le même parcours que Andreas Schneise, c'est-à-dire qu'il a commencé tout en bas de l'échelle, il a fait des films un peu trash, un peu coolos, mais lui en même temps c'est un musicien et journaliste, il a des inspirations qui sont très rock, peut-être même encore plus rock que celles d'Andreas Schneise.
D'ailleurs, il y a déjà collab avec Déby Rochon. Collab avec Déby Rochon, c'est une façon assez moderne de dire qu'il a déjà fait un film avec Déby Rochon. Donc on voit les connexions et on voit son rapport à l'Amérique, en tout cas, doit être très inspiré de Troma et il tourne avec Déby Rochon. Et je tiens à noter aussi qu'il a fait le film Winnie the Pooh, Master of Puppet en 2023. Donc 2023, ça doit être quand parce que Winnie the Pooh, Blood and Honey est sorti en 2023. Donc ce qui est techniquement le moment où c'est tombé dans le domaine public. Donc lui aussi a eu le nez fin et il s'est dit vas-y, let's go, je fais un film comme ça. Donc voilà, c'est ce genre de gars. Mais c'est un mal pour un bien. Ce film Unrated qu'ils vont tourner ensemble, c'est un mal pour un bien. Alors ce film, ça raconte l'histoire. Je vais la raconter en 2 spies parce que c'est nul. En fait, c'est juste des gars qui tournent un film dans une cabane. Enfin, un groupe de personnes. Il y a des femmes et des gars qui tournent un film dans une cabane, dans une forêt. Et ils tombent sur un livre qui est clairement le Necronomicon Lovecraftien. Et en vrai, ça dégénère totalement. Ça dégénère Enfin, ça part en coup. Alors le film, il a aucun sens, il est vraiment nul. Pourquoi j'en parle? Déjà parce que les effets numériques, on en revient là, ça utilise à balle d'effets numériques, le film devient américain débile avec une histoire, une trame débile, des persos débiles. Après je dis pas que les Valiant Shit étaient des films super intelligents et bien construits, mais là je trouve que ça bascule dans une perversité qui est avérée et qui en plus s'américanise de fou furieux. S'américaniser pour moi, enfin dans mon langage en tout cas, c'est très péjoratif. Et pourquoi je parle de ce film aussi, c'est parce que il y a Carl Jr., enfin Carl Butcher Jr. qui réapparaît dans le film. C'est d'ailleurs un des teasings du film, le retour de Carl Butcher Jr. En vrai, c'est dommage, c'est marrant, il apparaît en musique et il fait un karaoké. C'est la seule scène marrante du film, avec une autre scène où il se frappe avec des bruitages, c'est tout. Sinon il n'y a rien. Son masque, il est horrible, il est mal fait. Ils ont même pas pris la peine de bien faire son masque. Moi je pensais qu'il avait mis cette saga de côté et c'est dommage. Je pensais qu'il était allé voir d'autres horizons et là il reprend son perso Carl Butcher Jr. pour le mêler à un film qui est totalement horrible et obscène, dans un film où on commence à perdre le côté artisanal au profit d'un scénario qui est nul à chier. En vrai, c'est vraiment une série Z. Il y a rien qui va. Le Necronomicon, il donne vie à des peurs. Et il y a un gars, c'est un gars, il est gay et sa grosse peur, c'est les femmes. Du coup, t'as une scène grossière avec une femme qui arrive avec à poil et qui a et lui il est j'ai peur. C'est horrible, ça n'a plus rien de. C'est nul, c'est juste en fait ça confirme mes théories d'avant de grossièreté de Andreas Schneise. En vrai, il n'y a plus rien d'Andreas Schneise. Je sais pas si c'est Timo Rosset qui a pris l'ascendant, mais il n'y a plus rien d'Andreas à part ses zombies, une testicule coupée et les plans obscènes en vrai. Et ce qui est chiant dans le film aussi, c'est qu'il n'y a que des bruitages de cartoon. Vas-y, 1 ou 2 fois c'est drôle, mais sinon c'est bon les frères, calmez-vous. En vrai, c'est mauvais en tout point, il n'y a rien qui est bon dans ce film. Mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est que je pense que c'est un mal pour un bien. Déjà, ça nous permet d'introduire Timo Rosset pour la suite. Et de deux, ils vont pas répéter les mêmes erreurs pour ce qui va devenir en 2010 Violent Shit 4.0. This will be his territory. No other gangs. He is the boss, the master, the one and only. Yes, master, but we're not enough to control everything. We have a black monks. Alors, Violent Shit 4.0 ou alors Carl the Butcher versus Axe aux États-Unis. Je pense que c'est pour éviter la confusion, ça d'ailleurs, parce que Nikos Dirampaler, il a été titré à tort de Violent Shit 4 dans certains pays, donc je pense qu'ils ont mis déjà 4.0 pour le titre original pour éviter de la confusion, et Carl the Butcher versus Axe aux États-Unis pour totalement effacer le reste. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que là, j'ai commencé un peu Andreas Schneise a commencé à baisser dans mon estime à ce moment-là, mais Violent Shit 4, je vous rassure tout de suite, c'est un super film pour clôturer cette saga, vraiment. Alors qu'est-ce que ça raconte? On va reprendre le plot wiki. Le plot wiki, vous allez voir, ça envoie du steak. 2023, Carl le Boucher Junior, donc qui est joué par Schnass. Ah ça, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, mais Carl le Boucher Junior, il est toujours joué par Andreas Schneise. Il revient de l'enfer après 25 ans et se donne pour mission d'éliminer un nouveau tueur de masse, Axe, qui est joué par Timo Rosset du coup. Le monde dans lequel il revient, cependant, est dévasté, la civilisation étant divisée entre fractions violentes. Je ne sais pas lire visiblement. Le gang locaux, les autres, la tyrannique reine Skara, les moines noirs et le nomade Axe et sa sœur Vendetta, dont l'histoire familiale est inconnue. Et bah ça, c'est un synopsis à la hauteur des Violent Shit, ça c'est ce qu'on veut. Alors, il avait sûrement enterré cette saga au loin, il s'est dit, je vais la reprendre. Ça fait peur au début, mais 2010, franchement, ça
ça perd pas une goutte d'esthétisme de ce qu'il y avait avant. C'est génial. Alors, le problème avec ce film, c'est que j'ai galéré à le trouver. Et il y avait un doubleur russe. Parce que le film est en anglais et il y avait un doubleur russe qui doublait, qui paradoublait, enfin un peu, vous savez, les émissions genre Top Gear et tout. Il y a la voix qui est normale et ensuite t'as le doubleur qui double en même temps par-dessus. Du coup, tu peux entendre ce qu'ils disent en anglais, mais c'est chiant, t'as le doubleur russe. Du coup, il y a des fois, je comprenais pas trop ce qui se passait, c'était chiant. Mais en tout cas, le film il s'ouvre avec Carl qui se fait ressusciter par un diable. Merci le diable, je ne sais pas pourquoi, tu le veux ressusciter Carl, mais merci. Vas-y, balance-moi, montre-nous ce que tu veux. Et ensuite, le film, il y a une meuf nue qui s'attaque à un tank. Voilà. Ça commence comme ça le film. Tu te dis, ah, ok, on est dans un violent shit. Donc on est vraiment dans un monde post-apo. Moi ça me fait vachement passer à Dolmen de la Full Moon. Je sais pas pour ceux qu'on la ref, mais c'est un monde un peu post-apo mal fait. Genre vraiment très très mal fait. Donc là on va voir un premier gang. On va l'appeler gang 1, ça va être super simple. C'est des commandos qui sont en train de s'entraîner. Ensuite ça va switch sur la reine Scara. Donc on va l'appeler la Queen, là, tout ce que vous voulez. De toute façon c'est la seule team de filles qui fait elle des bails bressons. Et attention, je sais que ça vous avait manqué. Il y a, elle est avec un homme qui est assis sur une chaise. Il y a une pompe qui lui pompe, vous savez quoi. Ça lui pompe la semence qui va dans une sorte de tuyau, qui va dans un bloc et un autre tuyau qui sort et la meuf est en train de manger la semence. Voilà, je vous jure que c'est ça. Mais attention, deuxième... Elle va arracher la pompe et il y a tout qui part avec. Quand je vous dis il y a tout qui part avec, c'est tellement bien fait qu'il y a un trou au niveau de l'entrejambe et il y a les organes qui tombent. C'est super bien fait. On a Carl Jr. qui repop du coup dans ce monde post-apo et qui se bat avec une meuf à poil, pourquoi pas, hein. De toute façon c'est ça. On découvre Axe le guerrier, on découvre Last German Soldier. Alors lui c'est un sketch, je vous jure. On va le voir plusieurs fois dans le film. Comme je reviens sur le film pas trop en détail et je zappe des éléments, on n'aura pas l'occasion d'y revenir. Mais il y a des plans de lui au hasard dans le film où il est défoncé comme ça, il se balade dans le décor. C'est n'importe quoi. Ensuite t'as la Queen qui deal avec le gang loco. Donc c'est un autre gang. C'est pas le gang 1. Il va y en avoir plein des gangs. C'est pas le gang 1. Et là donc c'est un champ contre champ qui est bien long. Bon, des fois il y a des inserts sur le visage. Mais en gros, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut buter Axe et Carl. Il faut buter les deux. Voilà, c'est ce qu'on apprend de ce truc parce qu'il y avait le doubleur russe. Merci. Mais au moins j'ai vu le film. Après, c'est la reprise du combat entre Carl et Axe avec une musique qui devient inquiétante. T'as le gang 1 qui arrive et là, c'est grosse baston. T'as Axe qui défonce tout avec sa hache. C'est super cool. T'as Carl, lui, de son côté, qui se bat contre un mec et il arrive à le tuer. Mais sauf que t'as un soldat qui débarque. Je ne sais pas d'où. À ce moment-là, je me dis, bon, le film est cool, ça parle dans tous les sens, mais il est un petit peu long en fait. Je pense que, je sais pas si c'est ce côté américanisation ou ce côté de vouloir inclure un scénario un peu dedans, qui rend le film long. Après, on a une référence à Carl et Axe, vous la sentez venir, pas forcément, mais c'est je suis ton père, voilà, facile celle-là. Et du coup, tous les deux, ils vont se rendre dans ce qu'on va appeler The Other Territory, parce que oui, il y a plusieurs territoires. Dans cette Other Territory, il y a une team. Donc t'as un mec qui a la peinture de Hannibal Lecter sur le visage. T'as un autre gars, il s'appelle Doc Caligari. Enfin bref, dans tous les cas, Carl, il défonce tout. Il défonce tout le monde, genre c'est gore. Et t'as Axe qui va venir noter les mises à mort avec des panneaux genre danse avec les stars, et sauf qu'il va mettre les notes avec le sang, enfin c'est n'importe quoi, c'est trop marrant, en vrai c'est trop marrant. Ensuite ils vont rejoindre la fille du début, et on va apprendre que c'est la sœur de Axe, et qui est donc la fille de Carl Jr. Et c'est fou, et là c'est le meilleur moment de la saga, je vous jure c'est le meilleur moment de la... Pas besoin de sonnerie, je vous jure, c'est juste... Carl Butcher Jr. qui prend une potion magique, donc c'est une sorte de bouteille de un peu Viper à la Street Trash, il le boit, et il devient super méga Carl Jr. Ce moment est génial, genre t'as ses pecs qui gonflent, et je vous jure c'est une transformation digne des loups-garous de Londres. C'est trop bien, genre t'as ses bras qui gonflent et lui il devient géant, mais c'est trop bien. Non, je vous jure c'est la meilleure scène de la saga. Après t'as une petite ellipse où les girlies font des choses trop bizarres à base de fétichisme des pieds, trucs dans le genre, voilà. Après on a un gang 3 pardon, qui apparaît pour préparer l'ultime baston de la saga. Vous la sentez venir, celle-là ça va être pareil, ça va tabasser comme dans Violent Shit 3, c'est génial. On n'oublie pas les prédécesseurs. Et ils vont tous s'attaquer justement à Super Mega Carl. Mais il va tous les mettre KO. À un moment, même, il ramène un tank. Je vous jure, il ramène un tank. Ça, c'est dans le making of d'ailleurs. Qu'on dise défoncer le tank. Il ramène un tank. Mais t'as Super Mega Carl qui
qui bousille le canon, genre il prend le canon. Bon, tu vois que le canon il est fait de carton et tout, mais c'est trop marrant, il prend le canon, il le jette, il se bat contre le tank, même, et à un moment il va tuer un gars, il va lui foutre un coup de poing dans le menton, et le gars il va s'envoler façon Astérix et Obélix, je sais pas si c'est une référence à Astérix et Obélix, mais c'est génial. Ce moment-là, c'est le festival du gore, t'as des mutilés, vraiment, ça découpe ça découpe des bouts de cuisse un peu à la saucisse. Oh là, j'ai pas fait exprès. À la sauce chapitre 6, il y a des coupages de tête, il y a de tout. Ah, il y a de tout à ce moment-là. C'est le festival de la charcuterie. Je vous dis, Peppa Pig n'a qu'à bien se tenir. Et là, au vu de ma description, vous sentez venir le bordel. Il y a même la fille, du coup, la fille de Carl Butcher, enfin de Carl Butcher Jr., qui se bat contre un mec à la façon jeu vidéo, genre Street Fighter, il y a les barres de vie des deux côtés. Et souvent, quand il y a des rêves comme ça, c'est grossier. Mais dans ce genre de film, je trouve ça cool. Enfin, je trouve ça bien amené en fait, parce que quand tu connais le pass des gars, c'est des fans de jeux vidéo, surtout Timo Rosso, et ils font ça, moi je trouve ça cool, c'est un peu... c'est bien fait. De toute façon, à chaque fois que ça part en bail de jeux vidéo, moi je trouve ça cool. Je défendrai toujours, enfin non, en vrai ça dépend, mais je défendrai toujours Freddy 6. Vraiment, je défendrai toujours ce moment de jeu vidéo dans Freddy 6, donc voilà. Et en parlant de Freddy 6, c'est marrant parce que Rachel Talalay, la réalisatrice de Freddy 6, qui est aussi la réalisatrice de Tank Girl, et il y a une meuf, alors je sais pas si c'est inspiré, mais en tout cas il y a une meuf qui ressemble vachement à Tank Girl quand même dans ce film. Du coup voilà, c'est assez marrant. Et d'ailleurs cette meuf, elle va mourir seins nus. Assez marrant, parce que pourquoi mourir habillé quand on peut mourir nu dans un film d'Andreas Schneise? Axe, lui, il se bat contre le chef du gang 3 et il y a Sam Russ dans un ultime élan de sauver et qui meurt. Elle meurt et instant dramatique dans un Violent Shit, c'est triste. Mais au moins, il y a vraiment ce truc, aspect dramatique dans Violent Shit, j'aurais jamais pensé à ça. Ensuite, on a notre Super Carl qui se dirige vers la cabane aux filles. Elles se mettent toutes seins nus, donc c'est le moment où Tank Girl meurt. T'as la Queen qui sort un bazooka et qui rafale Super Carl. À ce moment-là, enfin Super Carl, il survit bien évidemment parce que c'est notre Super Carl Jr. Et on va apprendre que c'est son ex d'ailleurs et que du coup par alliance ça doit être la daronne de Axe et de la sœur qui est morte. Elle tente de l'amadouer comme elle peut, mais lui il s'en fout, il la bute avec une tronçonneuse. Vraiment hyper graphique comme scène, Violent Shit, c'est ce qu'on aime. Et voilà, ils ont repris le territoire, tout le monde est content. À un moment, il lui dit « I'm not your father » à Axe. Je ne sais pas pourquoi. Et Axe, il fait « Non, mais j'ai pas compris parce qu'il y avait le doubleur russe. J'ai trop le seum. » Mais bon, voilà. Et le film ne se termine pas sur ça parce que il y a un petit détail que vous avez peut-être oublié. C'est notre fameux dernier militaire German. Enfin, notre dernier militaire allemand, lui il se balade toujours sur le territoire, il est toujours paumé, il se fait buter par un vaisseau en pack fond vert green screen YouTube, genre vraiment un vaisseau qui le bute comme ça. Et là ça se termine comme ça, c'est la fin de cette saga de con. De terminer la saga sur le dernier soldat allemand qui se fait buter par un pack green screen YouTube, ça veut tout dire. Que cette saga en fait, faut peut-être temps qu'elle se termine, même si ce film est génial et peut-être temps qu'elle se termine. Alors on en pense quoi de ce Violent Shit? En vrai au début j'avais un peu peur concernant Unrated et Nikos the Impaler. J'avais aussi peur parce que le film il essaye d'avoir un scénario, un film qui est déjà perdu dans sa mise en scène, qui est perdu dans son scénario, ça annonce rien de bon. Mais au final il y a vraiment tout de la saga. Il y a le cheap du 1 parce que les décors sont vraiment nuls à chier. C'est vraiment, tu peux faire la même, tu mets deux bâches, t'inscris des trucs au mur et ça y est, t'as le The Other Territory par exemple. Ensuite t'as le trash gore chelou du 2, un peu à la ambiance Brain Dead, t'as l'humour du 2 et t'as la foutoir et la baston du 3. En fait c'est une réunification de la saga et je pense que il a utilisé son savoir-faire qu'il a acquis en Amérique. Il a pas refait les mêmes erreurs. Même à part le scénario, il a pas refait les mêmes erreurs. Il a mis ça là. Il y a l'utilisation des bruitages qui était over dans le dernier Unrated. Et ben ici, elle est vraiment cool. Même si plutôt je parlais d'une américanisation d'un point de vue purement négatif et péjoratif, ils ont réussi à peut-être à voir ce côté négatif et péjoratif et à se dire on va juste en prendre les bons aspects et ça a donné ce Violent Shit 2. Et justement quand je dis il, c'est au pluriel parce que Timo Rosso, on va aussi sentir sa patte dans le film, on va sentir ce côté punk décalé et justement les jeux vidéo, et ça a carrément son charme. On le voit sur les making of qui sont deux à prendre les décisions. D'ailleurs Timo Rosso c'est celui qui joue Axe le Butcher, ils ont tous les deux un rôle. Et Timo Rosso ne sait pas, pour moi en tout cas, il ne s'est pas approprié la saga, parce qu'on pourrait se dire, ouais, il y a un gazier qui arrive, il co-réalise un autre film, alors que c'est le petit bébé d'Andreas Schneise, tu pourrais dire, bon, il s'approprie la saga, alors que moi je pense pas, il a plus un apport, il ajoute quelque chose sans détériorer le reste, donc il y a, pour moi, cette
punk qui vient beaucoup de Timo Rosset, qui est vachement aigu dans le film. Ok, d'accord, ça a l'air d'être un gros punk, Andreas Schneise, mais il nous l'a pas montré énormément dans ses films précédents. Alors que là, la patte punk, la patte rock, elle est vraiment ultra poussée avec Timo Rosset, et je trouve que ça rajoute un charme de fou au film. Je pense que tous les deux ensemble, ils ont usé de leur expérience, qu'elle soit américaine ou allemande, et ils ont évité les erreurs passées, et ils ont concocté tous les deux un petit bébé, et ça passe par tout. En vrai, ça passe par la mise en scène, ça passe pas par le scénario. Bon, ça passe par la mise en scène, ça passe par les effets, ça passe par tout. Tu vois qu'il y a des vraies recherches quand les combats ils sont chorégraphiés. À un moment, t'as un combat de Axe, ça je l'ai même pas détaillé, mais t'as un combat de Axe qui se combat contre le chef du gang 3 là, et ça c'est fluide. C'est chorégraphié, c'est pas overcuté, c'est vraiment pensé. Il y a de la mise en scène, il y a des travelling par instant, il y a même ce qui pourrait sembler un plan grue. À un moment, t'as la caméra qui s'élève, je sais pas s'ils ont une grue, je pense pas qu'ils avaient une grue, mais ils ont. Voilà, c'est toujours, t'as ce côté artisanal, mais t'as une vraie volonté de mise en scène, même si parfois elle peut être desservie par un montage qui est mal rythmé. C'est un peu dommage, je sais pas s'ils ont la science du montage. On l'a vu par instant que Andreas Schneise n'avait pas la science du montage, apparemment Timo Rosset ne l'a pas non plus, mais écoute, quand t'as pas ce qui est nécessaire en mise en scène, généralement tu peux faire des miracles avec un montage, hein, mais ils l'ont pas fait ici, en tout cas. Bon, c'est desservi par un montage, mais c'est pas grave, il y a des éléments de mise en scène qui sont vraiment importants et surtout présents, et ça dénote d'une volonté de bien faire. On est là, on a les trucs, on s'amuse, on vous donne quelque chose, mais on n'est pas là à faire ça à l'arrache. Tu sens que c'est fait avec le cœur, et en fait, est-ce que ça serait pas l'essence même de toute cette saga Violent Shit, pardon. C'est des films qui sont, en vrai, on va pas se cacher, c'est des films de merde, entre guillemets, mais en fait, ils sont tellement animés par des choses qu'on n'a pas vues ailleurs, par une passion, que ça en fait des films qui sont importants, en tout cas pour la niche, importants pour le bordel, parce que c'est des films qui existent, et c'est des films qui continueront d'exister, qui continueront peut-être pas d'inspirer, mais qui continueront en tout cas de faire parler, et c'est tellement important. Je sais pas si c'est parce que j'ai passé plus d'une semaine à regarder cette saga avec un œil un peu plus approfondi du coup pour pouvoir faire ce podcast, ou bien parce que ces films dégagent vraiment un truc, mais je suis trop heureux d'avoir découvert cette saga. En fait, chaque opus apporte un truc différent à l'autre, et chaque opus est tellement différent, et Violent Shit 4.0 pardon, c'en est le paroxysme. Et je pense que je me mouille pas trop en disant que VS 4.0 c'est une petite pépite inespérée, puisque quand on voit Unrated, on se dit merde, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre. Et d'ailleurs, il y a un Unrated 2 qui est sorti en 2011, toujours réalisé par notre duo de réalisateurs, et j'ai pas voulu m'y frotter à celui-là, j'ai eu un peu la flemme, sachant que j'avais un remake à regarder après, il fallait que j'enregistre l'émission. Enfin, l'émission, c'est fou de dire ça, enregistrer l'émission, j'aime bien. Mais voilà, fallait que j'enregistre l'émission, donc je me suis pas tapé Unrated 2. Après, voilà, c'est un peu la fin de la carrière de Schnaas. Schnaas, il va également faire partie d'un groupe de thrash metal qui va s'appeler Defagalotorisch Euphorie. Voilà, je suis désolé, je viens de massacrer une langue. Pardon, mais dire qu'on a tous failli parler cette langue, j'aurais pu bien le dire, hein, dans un monde où... Mais en 2015, il va jouer un petit rôle, hein, il a un petit caméo dans ce qui va être le remake de sa saga phare, et c'est Violent Shit, the movie. All is lost now. I just need to get out of here. Without knowledge, we will be free from the darkness, and once we understand it, it may be too late. All my researches have been in vain. He is too mighty now. His legions are nested everywhere. But I know his darkest secrets. Violent Shit the Movie est un film de Luigi Pastore sorti en 2015. Donc là, au nom du réalisateur, vous vous doutez bien qu'on n'est plus du tout en Allemagne, mais qu'on a changé de pays et que nous sommes maintenant en Italie. Alors Luigi Pastore, il est assez connu, c'est un multicasquetteur, comme je l'ai noté sur mes notes, connu dans le milieu horrifique italien, notamment parce qu'il est le créateur et directeur artistique de l'Italian Horror Fest. Donc je crois que c'est le festival de films d'horreur en Italie qui est le plus connu, qui a accueilli des gens comme Dario Argento, Lucio Fulci, enfin plein de grands noms du cinéma italien, mais pas que. Il y a des gens comme Andrew Zulowski ou alors Eli Roth. Je me gratte la gorge parce que
On est tous d'accord pour dire que l'Aéros, faut qu'il arrête le cinéma, c'est faux. J'ai des DVD de toi, chez moi, l'Aéros. Si jamais tu passes par là, je ne suis pas un grand fan de ton cinéma. Mais bref, passons. Alors notre cher Luigi Pastore, il a débuté sa carrière en faisant partie en tout cas d'équipes des making-of non crédités sur Le Syndrome de Stendhal en 96 et Le Fantôme de l'Opéra en 98, donc 2 films de Dario Argento. Il a fait plein de courts-métrages et de moyens-métrages un peu horrifiques, c'est là-dedans qu'il s'est un peu fait connaître. En 2019, il a fait son... En 2019, qu'est-ce que je raconte ? En 2009, il a fait son premier long-métrage qui est Come una chrysalide. Et ouais, voilà, donc c'est un thriller horrifique, enfin un thriller horreur, pas horrifique, c'est vraiment horreur pure et dure. Et du coup, c'est en 2014 qu'il va se voir confier la réalisation de Violent Shit The Movie, dans le but de faire un terrible hommage à la saga Violent Shit à sa sauce. En vrai, on attend un beau remake qui envoie de la sauce. Bon, comme on l'a vu précédemment, Andreas Schneise, il a une identité forte, donc va falloir envoyer du steak. Va falloir envoyer du steak et je vais arrêter de teaser. C'est pas incroyable. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas trouvé incroyable, Violent Shit The Movie. J'ai écrit Giallo, entre parenthèses, réducteur. C'est vrai que c'est réducteur de le réduire à un Giallo, parce qu'il y a une enquête policière et parce que c'est italien. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Violent Shit The Movie ? Bon, on va prendre le plot IMDb. C'est Rome est traumatisé par une série de meurtres horribles qui colorent les murs de la ville éternelle en rouge sang. Waouh, ces crimes atroces sont-ils liés au retour du tueur en série les plus vicieux de tous les temps, Karl le Boucher pour l'interrogation. Bon, en vrai, on va pas revenir en détail sur l'histoire comme on l'a fait pour les précédents films, parce qu'elle est vraiment nulle et incompréhensible. Genre, elle est pas intéressante. C'est une sorte d'enquête de flic et t'as un vieil antiquaire qui redonne vie à Karl le Boucher. Et c'est vraiment... En vrai, j'ai totalement décroché, sauf que le problème, c'est que elle occupe 95% de la place, cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de meurtres. Et il y a vraiment, là, c'est... ils ont pas compris l'essence, hein. Ils se sont dit, bon, on va faire un scénario, c'est cool, parce que c'est vrai que dans les Violent Shit, ce qui est l'important, c'est le scénario. Donc, ils se sont dit, vas-y, on va essayer de créer une petite histoire, faire une petite ambiance un peu mystérieuse, une aura sur le retour de Karl le Boucher. Après, c'est pas une aura mystérieuse parce qu'on sait que c'est lui, mais venir mettre ce côté giallo, ce côté italien, un peu suspense, thriller, et non, en vrai, ça marche vraiment pas. Après, je peux comprendre ce fait de vouloir mettre le scénario en avant, parce qu'on a vraiment le droit à un casting XXL en vrai. Ça fait rentrer plein de caméos. T'as Andrea Schneise, t'as Giovanni Lombardo Radice qui est un grand acteur italien, de films d'horreur en tout cas. T'as un caméo de Luigi Cosi qui est un grand nom de la SF italienne. T'as même des rushs de Lily Carty, donc c'est une figure du ciné italienne, soit X, soit de sous-genre série B horrifique. Bon, quand je dis qu'il y a des rushs d'elle, c'est parce que en vrai... les rushs qui sont utilisés, c'était pour un autre film qui s'appelle La Fabbia di Dorian en 2014, donc ça devait être un autre long métrage de Luigi Pastore, mais malheureusement elle est décédée, Lily Carty. Du coup, pour lui rendre hommage, il va réutiliser des plans d'elle qui auraient dû être destinés pour La Fabbia di Dorian. Enfin, j'imagine que ça devait être destiné pour La Fabbia di Dorian. J'ai pas trouvé d'infos qui disaient que ça provenait exactement des rushs de ce film là, mais si on recolle les informations à droite à gauche, ça vient de là. Et en vrai, quand t'entends tout ça, tu peux pas t'empêcher de te dire « Ah, ça devient quand même quelque chose de vachement personnel et sous l'identité finalement de Violent Shit ». Alors, c'est ce qu'on attend d'un remake, d'avoir un réalisateur, de refaire à la sauce de maintenant, de refaire à sa sauce le film, mais toujours en gardant un peu cette identité pour faire plaisir aux fans. Un remake, en vrai, c'est souvent du fanservice, ou alors c'est pas du fanservice, c'est fait par un fan et pour le remettre au goût du jour. Mais c'est ce qu'on attend d'un remake, mais là, je trouve personnellement que Luigi Pastore en fait quelque chose qui est beaucoup trop personnel. Andrea Schneise, il est dans le film, on est d'accord. Il y a une ref à D'Amato. Andrea Schneise, lui, il a carrément dédié un film à D'Amato. Je peux comprendre qu'il y avait un certain lien entre le cinéma italien et Andrea Schneise. Mais j'ai bien l'impression que là, ça devient juste un festival de références et un festival juste d'hommage, de ci, de ça. Et il n'y a plus de Violent Shit. En vrai, j'ai essayé, moi j'ai des bons soupçons. Il y a notamment l'utilisation de la POV, celle dont on parlait dans le 2 là, où t'as un peu à la rec, à la caméra diégétique. J'ai l'impression qu'il y en a des fois. Il y a l'acteur qui s'adresse directement à la caméra, et j'ai envie, tu vois, que ça soit en référence au Violent Shit, en référence à tout ça. Mais moi je pense pas, je pense que ça dénote plus d'une mauvaise mise en scène. Ça efface tous mes soupçons, je pense pas qu'il ait fait ça exprès pour
justement pour référencer le travail d'Andreas Schnaas et sa mise en scène, mais plutôt parce que sa mise en scène à lui est pas impactante et pas travaillée et pas bonne tout simplement. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? Bah en vrai t'as plein de plans qui le prouvent. Déjà t'as un travail sur l'espace colorimétrique qui est totalement hardcore, genre ça passe du coq à l'âne. T'as des plans à rallonge mais qui servent à rien dans la discussion, ils sont là. T'as des faux raccords de mec qui veut mettre la clope dans la bouche, ça s'enlève ça. En fait c'est tellement pas travaillé que je n'ai pas envie de croire aux bons soupçons. On n'a même pas parlé des scènes gore, mais c'est pas parce que tu coupes 2 paf et que t'arraches une colonne vertébrale pour référencer la saga que ça va suffire en fait. C'est juste fade, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait ces 2 scènes pour regarde c'est bon, il y a la saga, il y a Carl Butcher qui fait des trucs un peu bizarres, mais en fait ça reste totalement fade. Les scènes de meurtre sont totalement moins bien que les originales. Il y a rien de la saga à part peut-être les scènes obscènes, parce que t'as des scènes qui sont obscènes et je rigole parce que justement ces scènes obscènes vont être le seul fil rouge qu'on va retrouver dans toute la saga et qu'on retrouve dans ce remake, et c'est le point que j'ai dénoncé entre grosses guillemets bien évidemment, mais que j'ai pointé en tout cas comme quelque chose qui n'était pas forcément le mieux de la saga, un truc qui était un peu grossier, un peu obscène, et ça va être un fil rouge, et le seul truc bien qu'ils vont reprendre c'est ça quoi. C'est une folie. En plus la scène c'est une sorte de je sais pas si je peux dire le mot, mais vous voyez la fin du film Society là où ils sont tous ensemble et ils font des trucs bizarres, bah c'est exactement la même chose, sauf que là tu vas avoir des sortes de match cut pendant ce rapport charnel où ils vont te montrer un coup de la peau de jeune femme bien fraîche. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est exactement ce qui est filmé. Ils vont te filmer ça tel que je viens de le dire, et ensuite ils vont te faire un match cut avec de la bouillie, du sang humain, des organes et tout, et une sorte de match cut bien évidemment, c'est pas un match cut en définition, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Donc ce match cut va rendre la scène encore plus dégueulasse qu'elle ne l'est déjà, et je vais venir me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux me raconter en fait ? Donc tu es en train de me faire un vrai film. Violent Shit n'a jamais autant si bien porté son nom, c'est une folie. Bon, très clairement, en vrai, ce film, pour moi, il fait pas partie vraiment de la saga, c'est pas un vrai Violent Shit. Mis à part que la BO est cool, t'as rien d'autre. Karl le Boucher, qui est la figure emblématique de cette saga, il est que dalle dans ce film, il apparaît au moins 3 fois. Limite, en vrai, j'ai préféré le Carl Butcher Jr. de Unrated. Il a aucune prestance, il a pas de figure significative, il sert à rien dans ce film. Il sert à rien dans les autres films, mais dans les autres films, il a un rôle qui est marrant, qui est propre à chaque film, et dans celui-là, c'est nul. Il fait clairement pas partie de la saga. Pour moi, ce Violent Shit, c'est plus un film, je sais pas, hommage au cinéma italien, à des acteurs disparus, je ne sais pas, il usurpe le titre Violent Shit, mais ce n'est pas un vrai Violent Shit. Après, la BO est cool. C'est juste ça qu'il faut retenir, je trouve que ça colle super bien, mais c'est tout. Et ce film, je crois qu'il n'a pas fait l'unanimité, en tout cas en France, il n'a pas été aimé du tout. Aux États-Unis, bon, c'est pas une source de référence, mais il a déjà été un peu plus apprécié, je crois, même au même titre que les autres Violent Shit, mais on s'en fout. Mais en attendant, ce film, je le considère pas comme un de la saga, mais paradoxalement, je trouve ça important qu'il soit là, et que on se dise, il y a un remake de Violent Shit, et que ce film soit si important qu'on en ait fait un remake. Ça, faut se dire ça quand même. C'est fou, un remake qui vient d'un autre pays qui plus est. Il y a des gens qui se sont dit, on va faire un remake de Violent Shit. Si un jour, votre film, que vous avez fait 2000 balles, une saga que vous avez lancée à 2000 balles, et vous avez fait plein d'autres films dans ce genre, et il y a des gens autres que vous qui vont se dire, vous n'avez rien à voir avec ce projet, vous allez juste participer en tant que caméo, mais on va vous dire, on va faire un remake de votre projet, mais c'est que ta saga était impactante, c'est que ta saga était super impactante, et c'est pour ça qu'il est important de parler de ce remake, même s'il est ce qu'il est. Ça reste de nom le remake de Violent Shit, et ça met en valeur cette saga. Et on va pouvoir justement en terminer avec cette saga. Elle est terminée, mais nous, notre protagoniste du podcast est bien sûr Andreas Schneise. Et en 2018, il va réaliser un autre film d'horreur qui est basé sur la série des The Human Centipede de Tom Six, qui va appeler, attention, Monique Centipede Revenge. C'est super drôle. Le film Monique Centipede Revenge, mais ce Schnaas ne changera. Ce Schneise, j'ai arrêté de dire Schneise. Je me suis dit au début, on va bien prononcer son nom. À la fin, j'ai Schnaas. Comment ça s'écrit, allez, on s'en branle. Mais voilà, il y a Monique Centipede Revenge qui va arriver et qui sortira le 13 octobre
2023 dans les bonus du DVD ou du Blu-ray, je ne sais pas, du film Sadisticium de Sebastian Raczkowicz, je ne sais pas écrire, encore une fois, on a gagné la guerre, je ne peux pas le prononcer. Et après ça, plus trop de news de notre Andreas Schneisse, mais en tout cas, il nous aura bien fait vibrer. Il est assez marrant dans les interviews qu'il a pu faire. Il a l'air d'être assez gaulerie. Bon, ça a l'air d'être défoncé. Allez regarder le making-of de Violent Shit 4, ouais c'est ça, de 4.0. Allez le regarder parce que ça vous montre un peu comment... ça donne une idée de comment ils ont pu réaliser les autres Violent Shit. C'est assez marrant à voir, et je pense que dans les éditions DVD devrait y avoir des making-of, et il faudrait que je les chope à un moment dans ma vie. Et pour faire un petit bilan, je crois que je suis trop content d'avoir découvert cette saga de Une, mais ça je l'ai déjà dit dans tout le podcast. Et ce qui est important, c'est que je pense que ce genre de film peut marquer l'identité du podcast, c'est-à-dire revenir sur des films qui sont pas connus. Plus j'avançais dans le podcast, plus je me disais que en fait, ouais, refaire la rétrospective des Vendredi 13, c'est marrant, mais bon, on peut en parler à travers d'autres films, comme par exemple Violent Shit, on a parlé des Vendredi 13. En fait, on peut parler d'autres films à travers des plus petits films comme ça et mettre la lumière sur des plus petits films comme ça. Donc c'est là où je pense que ce prisme-là est plus intéressant qu'un autre prisme. Voilà. Bien évidemment, je conseille chacun des films. Je sais pas si vous avez écouté, si vous avez skip des endroits, s'il y a même des auditeurs, ça se trouve, il y a personne, c'est une folie ça. Je parle dans mon grenier depuis beaucoup trop de temps pour rien, mais c'est pas grave. En vrai, je me suis trop fait kiffer là, c'était génial. C'est vrai que c'est pas du absolu cinéma. En vrai, je pense qu'on doit être sur du F-tier cinématographique. J'abuse même pas, hein. C'est vraiment la sous-marque de la sous-marque. Mais c'est pas le but premier de ce podcast, comme c'est pas le but premier des Violent Shit. En vrai, c'est juste de se faire kiffer autant que moi je me fais kiffer à faire ce podcast et donner un peu une singularité, comme c'est le cas ici. Voilà, après le podcast il est amené à évoluer, ça se trouve, il y aura peut-être des gens qui vont me faire découvrir des sagas, ou moi je vais faire découvrir des sagas à des gens, ça serait génial. En tout cas, on va avoir plein de films différents avec des horizons différents, ça se trouve, chaque film n'aura pas une identité comme on a eu de la chance de tomber sur la saga Violent Shit parce qu'il y a une identité sur chaque film, ça se trouve, il n'y aura pas d'identité sur chaque film, mais on s'en fout, en fait, c'est comme ça qu'on découvrira les sagas, c'est comme ça qu'on verra, hein. C'est comme ça qu'on verra, c'est voilà, je commence à être épuisé de parole, je suis épuisé de parler. C'est sur cet épuisement de parole qu'on va terminer le podcast. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez tout écouté ou que vous avez écouté par parcelle et que vous tombez sur ce podcast, moi j'ai trop envie d'avoir des avis, donc il y a des petits commentaires et tout. N'hésitez pas, hein, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir que il y a des gens qui te mettent ouais, j'ai écouté ci, c'était de la merde, mec, recommence pas. Dans ce cas-là, je saurais. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir. On annonce la fin. Je sais même pas comment clôturer un podcast. Faut dire fin, faut dire. Je ne sais pas. On va dire que. Je sais pas, je peux pas arrêter ce podcast. Non, il va être infini, je peux pas l'arrêter. Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne sais pas. Salut.